Est-ce qu'on est dans la merde? Oui, enfin, d'un point de vue économique, là en France, oui, on est très endetté, à hauteur de 110% du PIB. Les gens se faisaient payer en brouette de billets, c'est l'histoire qu'on ressort tout le temps. Le dollar est très difficile à remplacer. Même quand t'es milliardaire en Chine, tu veux pas ton argent en yuan parce que t'as le parti qui peut te bloquer. En gros, moi ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une direction européenne qui donne une direction claire et précise européenne. Qu'on soit les États-Unis d'Europe, quoi. Attends, mais comment tu fais ça? Pourquoi tu ne voudrais pas les meilleures idées quand t'investis? Y a pas de numéro 2, un numéro 1 et c'est tout. Il dit, bah moi je suis arrivé à un stade où en fait c'est le banquier qui dort pas. Moi je suis endetté, mais tu vois. Oui, parce que 60 milliards, le banquier s'il les perd en fait. Chers amis, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast de Contre-Courant. Je suis aujourd'hui avec mon associé Antonin pour animer tout ça. Et on a l'immense plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir Shahil, le fondateur du média Actionnaire. Comment ça va, Shahil? Bah ça va les gars, merci beaucoup de me recevoir. On est vraiment ravis. On est vraiment ravis parce que tu es un média, je décris très rapidement, mais qui est aujourd'hui le plus gros média digital sur l'investissement et la finance en France. C'est un média que moi je consomme à titre perso beaucoup et que j'apprécie. Et je voulais qu'on se parle aujourd'hui un peu. Il y a eu énormément de sujets depuis l'élection de Trump. Je trouve ça assez énormément accéléré dans les débats un peu sur l'économie et tout. Dissolution française en plus au milieu de tout ça. Où est-ce qu'on en est? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une espèce d'électrochoc sur une mauvaise situation française de l'économie. Où est-ce qu'on en est un petit peu en ce moment? Et est-ce que ça, toi, ça te fait peur qui regarde ça après, tu vois? Où est-ce qu'on en est? Je pense qu'on peut faire on peut terminer le podcast sur cette question. Honnêtement, si on parlait de l'Europe, des États-Unis, des élections, l'inflation, la Chine et tout. Où est-ce qu'on en est? Non, mais à quel point on est dans la merde? Parce qu'en fait, on entend beaucoup de discours contradictoires. Il y a des personnes qui nous disent. Ça dépend. Tu me parles de la France? Ouais, de la France surtout. La France, là, donc c'est le jour où François Bayrou a été nommé Premier ministre. Exactement. Aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs lunaire, mais on en reparlera après probablement. et honnêtement, en fait, là, lui, son objectif, c'est de créer, d'aller voir la gauche et la droite, hors LFI et RN, pour ne pas se faire censurer. Et après, l'objectif, c'est de faire voter le budget le plus rapidement possible, parce que sinon, en fait, on reprend le budget 2024 qu'on remet sur 2025. Et c'est impossible pour plein de raisons. Ce serait pas oufissime, quoi. Enfin, c'est la raison pour laquelle on vote des budgets chaque année. Mais écoutez, enfin, pour l'instant, en fait, ce qui est intéressant, nous, donc, on a l'œil sur les marchés financiers aussi. En fait, la dette de la France reste attractive. Donc, sur les marchés financiers, quand la France émet des obligations, on serait tenté justement en fait de dire la France est dans la merde, personne ne veut des obligations françaises, donc ça fait exploser le coût d'emprunt. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs quand le coût d'emprunt de la France a atteint celui de la Grèce, qui est le pays le plus endetté d'Europe. Mais en fait là, depuis ça s'est stabilisé. Le CAC va bien, les taux ont tendance à stabiliser aussi, ça s'envole pas. Donc est-ce qu'on est dans la merde? Oui, enfin d'un point de vue économique, là en France, oui, on est très endetté, à hauteur de 110% du PIB là, il me semble. Et en fait, on vise 120% en 2025 là, si on prend le budget 2024. Donc ça fait qu'augmenter. Ah, ça c'est normal en soi. Enfin, c'est normal. L'objectif c'est de le faire baisser, mais franchement, je vois pas comment est-ce qu'on peut faire baisser la dette de la France sans mesure drastique de chez drastique. Et la France, elle se situe aujourd'hui par rapport à des pays du monde? Parce que tu citais la Grèce, donc là aujourd'hui. En fait, ça dépend, parce que tu vois, par exemple, le Japon, c'est l'un des pays les plus endettés du monde. Mais c'est quoi, c'est 250%? C'est ça, 250%. C'est pas qui détient sa propre dette? Exactement, c'est ça. Le truc, c'est que la dette du Japon est détenue par le Japon. Après, en fait, t'as des philosophies. Par exemple, l'Allemagne n'est pas du tout endettée. Mais parce que c'est un choix, parce qu'ils sont encore traumatisés période de guerre, tu vois, avec l'inflation, l'hyperinflation, etc. Donc alors, nous, oui, effectivement, là-dessus, juste mini rappel historique, parce que les gens ne se rendent pas compte, c'était en gros crise dans les années 20 du Deutsche Mark, en gros, années 20, années 30, où en fait le Deutsche Mark a tellement explosé qu'en fait sur une année, ça avait fait x36, si je dis pas de bêtises, c'était complètement fou. Et les gens se faisaient payer en brouette de billets, c'est l'histoire qu'on ressort tout le temps. Et donc ils sont encore vaccinés de ce truc. Et en fait, c'est encore un sujet dans un autre sujet, mais en fait, au niveau de l'Union européenne, il y a des règles. Il faut respecter un certain niveau de dette publique. Et nous, on est très largement au-dessus. L'Allemagne est en dessous. Et en fait, il y a négociation, parce qu'en fait, il y a des pays qui sont contre le fait de s'endetter davantage. Nous, évidemment, on va... Et pour, c'est hyper compliqué. Est-ce que c'est dû à une mauvaise gestion d'un budget de l'État? Est-ce que c'est parce que la France gère mal le budget qui lui a alloué, qu'elle récupère des impôts, etc. Ou est-ce que c'est parce qu'on est dans une situation telle que la situation européenne, mondiale, fait que la France ne peut que subir ça? À quoi c'est dû en fait? C'est une bonne question. Covid. Tout est parti du Covid. En gros, ce qu'il faut qu'ils disent, c'est que donc aujourd'hui, on est à 3 000 milliards. Il y a à peu près la moitié qui est arrivée après Covid.
en l'espace de 4-5 ans, à peu près. Oui, ça fait 1000 milliards depuis que Macron a mis les économies. Exactement. Enfin, le quoi qu'il en coûte, il nous a coûté. Il nous a coûté, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en fait, en gros, l'objectif de l'État, c'était, en fait, tu veux jamais augmenter les impôts. Tu veux jamais augmenter les impôts parce que les gens... C'est le plus impopulaire possible. C'est terrible. C'est le plus impopulaire Donc en possible. gros, le gouvernement a fait des prévisions. Donc tu te dis, ok, donc cette année-là, il y aura tel niveau d'emploi, quoi. S'il y a tel niveau d'emploi, il y aura tel niveau de recettes fiscales. Et l'objectif, dans le meilleur des mondes, en fait, c'est d'avoir des prévisions justes et de se dire, plus il y a d'emplois, plus l'État a de recettes fiscales, et plus il y aura plus de recettes fiscales grâce aux impôts. Et en fait, on va réussir à se désendetter par ce mécanisme-là. Ouais, ok. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Le problème, c'est que le niveau d'emploi n'a pas atteint les objectifs prévus et donc le niveau de croissance non plus. À cause du Covid. À cause du Covid, non, pas tout à fait. T'as énoncé le Covid directement, quoi. Covid, oui, en fait, tout découle du Covid parce qu'en fait, il y a eu moins d'emplois parce qu'il y a eu la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Ouais. Qui diminue d'ailleurs actuellement, mais on en parlera. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, donc après le Covid, on a commencé à augmenter les taux. Vous me dites si c'est non mais c'est hyper un peu technique quand même. Sans vouloir trop survoler, en fait, c'est surtout le but, c'est de comprendre un peu la situation parce que sur la hausse des taux aussi, alors tu me corriges si je me gourre, mais en gros ce que moi j'avais bien compris, c'était que en gros, au moment du Covid, on veut sauver tout le monde parce que sinon le pays part en vrille et ça, à la limite, c'est pas forcément une mauvaise chose. Sauf qu'en sauvant tout le monde, on sauvait aussi ceux qui étaient pas sauvables. Et donc en fait, cet argent-là, c'était de la perte sèche pour l'État qu'on a eu du mal à récupérer, quoi. Ouais, parce que tu pouvais pas cibler les aides, c'était très compliqué. Putain. Tu sais, moi j'ai interviewé Bruno Le Maire pendant les législatives avec Anto qui était à la baguette aussi de toute cette séquence d'interviews là. Et franchement, entre le moment où j'ai interviewé Bruno Le Maire, où j'y suis allé un peu fort, tu vois. Ouais, je me rappelle. Et le moment où on a vu du coup les résultats post-Bruno Le Maire, où on est passé de 4% à 6% de déficit, tu vois, t'as eu cette espèce de truc lunaire où t'es en mode, en fait, tu découvres que y a pas de pilote dans l'avion, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'en ai eu d'avoir eu le mec en face de moi, quoi, tu vois. Évidemment. En fait, c'est intéressant la manière dont il s'est défendu là, devant la commission et tout. C'était assez intéressant parce qu'en fait, évidemment, t'as tendance à pointer du doigt Bruno Le Maire direct parce que c'était lui qui était ministre des Finances et depuis très longtemps. Et il s'est défendu en fait en disant, lui, il a vu très largement, en fait, son équipe lui a dit que c'était en train de devenir compliqué. Il a tenté de pousser pour un budget rectificatif, mais qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là ? Il y avait les élections européennes. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il a poussé l'idée du budget rectificatif. Donc, en gros, le budget rectificatif, c'est de dire, ok, le budget qu'on avait prévu initialement, en fait, ça va pas être dans les clous, quoi. Donc, en fait, on va rectifier le tout. Mais en fait, le problème quand tu fais ça, c'est quoi ? Tu passes un peu pour un con. Et donc, t'as un peu moins de voix aux élections européennes potentiellement, parce qu'en fait, voilà. Et en gros, lui, son argument, c'est de dire, moi, je l'ai poussé et j'ai des mails, etc. Mais on m'a dit, Bruno, ouais, non, pas là, tu vois. Ce serait une stratégie du parti. C'est ce qu'il dit, c'est comme ça qu'il se défend, lui. C'est vrai. Et si je peux pas l'idée de le formuler avec cette phrase un peu culte, mais si c'est vrai, c'est très grave. Parce que c'est ouf en vrai. T'as vraiment l'impression que c'est. Je sais pas si c'est la première fois que ça a été fait. T'as l'impression que c'est une boîte de 50 personnes en fait. C'est un truc de fou. Tu sais ce que je veux dire ? J'ai envoyé un petit mail parce que c'était la décision du directeur général. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Putain, c'est ministre de l'économie, quoi. C'est intéressant, quoi, mais là, ce qu'il raconte, c'est ça. En fait, en gros, c'est pour ça qu'il dit arrêtez de m'en vouloir moi. Moi, j'y suis pas pour rien. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. Mais juste, j'ai essayé de rectifier le tout. Voilà, on n'a pas voulu m'écouter. Maintenant, c'est de votre faute. En gros, c'est ce qu'il dit. On peut pas dire que la France est dans une mauvaise situation pour des raisons politiques, si ? En fait, honnêtement, je sais pas moi ce qui se passe dans le détail. Ouais. J'aimerais trop savoir, moi aussi, tu vois. J'aimerais trop savoir. Mais honnêtement, je sais pas, c'est assez opaque, j'ai l'impression. Et de quoi qu'il arrive, le game des prévisions est extrêmement difficile. Extrêmement difficile de prévoir combien est-ce qu'on va avoir de recettes, le niveau d'emploi. Et en fait, surtout que tout est piloté par la BCE. Ouais. La Banque Centrale Européenne, pardon. La Banque Centrale Victor, tu nous mettras les petits encarts. Pardon, Victor. Tu vas passer un sale montage, Victor, pour le coup. Alors, la Banque Centrale Européenne, en fait, qui dirige les politiques monétaires pour l'ensemble de l'Union Européenne. Et en fait, les intérêts sont différents, en fait. La France, l'Allemagne, etc. Et tu me demandais tout à l'heure pourquoi il y a eu moins d'emplois. Et en fait, la Banque Centrale Européenne a dû augmenter les taux pour réduire l'inflation. Ce qui se passe là, sans faire tout le parcours de l'impact de la hausse des taux, c'est qu'en fait on a moins de création d'emplois. Enfin, les entreprises recrutent moins parce que c'est un peu plus risqué, la dette coûte plus cher.
Donc c'est l'impact. Et en fait, c'est voulu par la Banque Centrale Européenne. Attention, parce que en fait, l'objectif, c'est de ralentir la création d'emplois pour ralentir l'économie et ralentir l'inflation. Parce que pour ralentir la hausse des prix, t'es obligé de ralentir l'économie. Sinon, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une inflation qui augmentait ? Hyperinflation. Si on tombait dans un truc, en fait, t'aurais le cercle, la boucle prix-salaire. En gros, les entreprises augmentent les salaires. Pour couvrir ça, en fait, on augmente les prix. Et pour les prix, et pour que les gens continuent à acheter dans les salaires. Avec un x36 en Allemagne. Exactement. Et en fait, c'est hyper dur. C'est le cercle vicieux. C'est ça. Ouais, c'est terrible. Enfin, hyperinflation, t'as envie d'esquiver à tout prix, quoi. En fait, c'est ouf parce que je trouve que, je sais pas, là, ça doit faire 5-10 minutes qu'on parle. Et je trouve que c'est ouf parce que c'est un des sujets, j'ai l'impression qu'on n'aborde même pas à ce niveau de complexité-là dans les médias grand public, ne serait-ce que juste ces 5 premières minutes, tu vois. C'est dommage, c'est l'intérêt d'Actionnaire. Hein. Ouais, mais alors, déjà, allez vous abonner à Actionnaire, c'est génial. Mais c'est ça que je trouve hyper intéressant. Moi, je suis pas du tout expert de ces sujets-là, je m'informe évidemment, beaucoup par vous, mais pas que. Et ce que je trouve super intéressant là-dessus, c'est que c'est des sujets que je trouve ultra... nébuleux, vaporeux, en mode on a énormément de mal à s'en saisir. Et tu vois, typiquement, je trouve que ta question était très bonne en mode est-ce qu'on peut incomber ça à la faute politique ? Moi, j'ai toujours la sensation de dire oui, parce que j'ai l'impression que c'est toujours un peu la responsabilité d'un patron de gérer son entreprise, la responsabilité d'un président de gérer son État, la responsabilité des députés de faire des lois. Enfin, en mode, c'est ceux qui sont en poste qui ont leur responsabilité. Si l'équipe de France perd, c'est la faute de Deschamps, même si jamais. Mais regarde, mais t'as ça, et sans vouloir défendre les dirigeants aussi, mais t'as aussi la population qui a du mal, par exemple, sur la réforme des retraites. Et moi, je suis un des premiers à pas forcément être pour la réforme qui a été mise, mais les citoyens français étaient en mode, non, on veut pas appliquer la réforme des retraites, alors qu'on pourrait tous réfléchir ensemble et se dire, ok, quelle est la manière la plus pertinente d'avoir une réforme des retraites qui permet à tout le monde d'avoir une retraite, et en même temps de pas être endetté et de faire en sorte, tu vois ce que je veux dire? Je trouve pas que c'est trop beau parce que la réforme, enfin la retraite, c'est non, parce que je pense à la Norvège, tout le monde cite un peu la Norvège qui a réussi à avec son fonds souverain, etc. Mais attends, le fonds souverain, faut l'avoir, le fonds souverain, tu le sors d'où le fonds souverain? Et pourquoi on le crée pas? Mais attends, mais tu le crées avec quoi? Pourquoi avec les 1000 milliards de dettes, avec les 1000 milliards de dettes. Avec les 1000 milliards de dettes en 10 ans, on aurait pu l'avoir quoi, notre fonds souverain. Non, mais en fait le truc c'est que le fonds souverain c'est une très bonne question. Super sujet le fonds souverain, j'adore. Le fonds souverain, pour créer un fonds souverain, il faut que tu aies des ressources en fait. Donc la Norvège, s'ils ont le plus grand fonds souverain du monde, c'est parce qu'ils ont du pétrole, ils ont tout ce qu'il faut. C'est Singapour en fait. Très intéressant ce qu'ils ont créé. Eux, c'est parce que c'est un hub financier. Donc du coup, fonds souverain, en fait, t'évacues le modèle de la Norvège parce qu'en France, c'est impossible. Ah bah non. Trump a dit vouloir le faire. Trump a dit vouloir le faire. Exact. Mais eux aussi, ils ont des ressources. Ah oui, ils ont des ressources. Centre, attends, ils peuvent le faire, honnêtement. L'Arabie Saoudite, fonds souverain. Qatar, fonds souverain, ils les sortent d'où? Tu sais bien, tu vois. Ouais. Donc, non, le sujet fonds souverain en France, je crois qu'ils ont voulu faire ça. Attends. J'ai peur de dire la BPI, la BPI, il me semble que la BPI c'était les frérots, un peu la BPI, on est ensemble, putain. La BPI, je crois que c'était un peu le sujet, tu vois. Ouais. Mais c'est un fonds souverain, c'est un énorme succès la BPI. Tu vois ce que je veux dire ? Énorme succès. Oui, mais tu vois, tu te dis de l'autre côté, t'as l'impression qu'il y a une initiative tous les 10 ans en France. Mais tu vois, la BPI, je prends ça et je dis ça parce qu'en plus, je le sais de source sûre parce qu'on bosse avec eux. Donc vraiment, alors pour le coup, j'ai aucun doute sur ce que je raconte. Ça a sorti 1,2 ou 1,1 milliard de bénéfices, enfin de profit net d'ailleurs, profit net. C'est-à-dire que la BPI, les gens se rendent pas compte, ça crache énormément d'oseille dans l'écosystème entrepreneurial en des temps rentables. C'est ça qui est de la folie en fait, tu vois. Ouais, la BPI, c'était la tentative française. Mais après, voilà, de là à dire que c'est un fonds souverain, non. Parce que le PIF d'Arabie Saoudite, c'est 700 milliards. La Norvège, il me semble que c'est 1000 et quelques, quelque chose comme 1300, j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est parce qu'on n'a pas assez de ressources initialement qu'on peut pas avoir un fonds du coup souverain en se disant ce fonds-là on l'investit, etc. Donc en fait, comme on est en déficit, on n'a que de la dette, on n'a pas d'argent suffisant et on peut pas investir. L'exemple, par exemple, tu vois, Saudi Aramco. Ça veut dire, tu sais combien ils se versent. Donc Saudi Aramco est détenu par l'État. Un gros pourcentage par l'État. C'est genre la 10e, 12e plus grosse boîte du monde, ça veut dire Aramco. Même pas 5, dans les 5 je crois, il faut vérifier. C'est redescendu depuis. Peut-être, c'est vrai. Du coup, chaque trimestre, ils se versent 33 milliards de dividendes. C'est un délire le truc. C'est le budget de l'armée. Voilà, en France. 33 milliards de c'est le budget de l'armée, le budget annuel de l'armée. Par trimestre. Tu vérifies Victor, désolé. Et 33 milliards par trimestre. Donc c'est juste comment en France, t'imagines on avait ça, le problème il serait réglé. On fait comment alors? On n'a pas de ressources en France, on a que de la dette. C'est quoi le modèle du coup? Parce que est-ce que c'est vraiment la faute des politiques? Parce que t'as pas d'autre solution en fait. Je reformule la question de manière gros investisseur véreux, mais je la formule comme ça. Est-ce qu'en France on s'endette que pour payer des dépenses au lieu de s'endetter pour investir?
C'est ça un peu presque un peu. On fait des crédits à la consommation. T'allais citer aussi Singapour, mais toi tu voulais expliquer le modèle de Singapour. Singapour, en fait, ils ont réussi à se faire leur fortune sur. Il me semble que c'est Temasek. Il me semble que c'est le fonds souverain de Singapour, Temasek. J'ai peur de dire une connerie à vérifier. Peut-être que j'ai une copie. Temasek. Et en fait, eux, ils ont créé ce fonds sur. En fait, ils ont réussi à construire un véritable écosystème finance. Et en fait, ils arrivent à avoir beaucoup de capital. Et donc voilà, ils ont créé leur fonds souverain comme ça. Mais généralement, les fonds souverains, tu les sors parce que tu as des ressources pétrolières, etc. Ouais. Tu vois. Et comme disait Val, en fait, tu as déjà un excédent budgétaire. En fait, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. En fait, nous, on a faudrait qu'on structurellement pas du pétrole au milieu de la France. On vend tous les. Ou attends, ou si tu t'investissais. Encore, ça c'est pas très. Si t'investissais massivement sur le nucléaire, par exemple, tu deviens la centrale électrique de l'Europe, tu vois. Un projet comme ça, pourquoi pas à la limite. En plus, c'est notre point fort. Mais bon, enfin, même là, je sais pas si tu pourrais créer un fonds souverain. Fonds souverain, c'est quand même un autre niveau, quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis la BPI, c'est un bon exemple de ça. Mais c'est surtout que ce que je trouve ultra frustrant, moi, c'est vraiment cette notion où on a effectivement la sensation de ne s'endetter que pour couvrir des dépenses, quoi, tu vois. Oui, c'était ça le sujet. Est-ce que c'est si vrai que ça, du coup? Parce que moi, c'est la sensation que j'ai de l'extérieur. Est-ce que c'est si vrai que ça? La France aujourd'hui, oui. Mais juste, on n'a plus le choix de toute façon. Tu peux pas, en fait, on va pas s'endetter plus parce que en gros, le sujet là, c'est qu'on s'endette chaque année, c'est obligé. On n'a jamais autant emprunté qu'en 2024, donc parce qu'il y a la charge de la dette. C'est l'un des plus gros postes de dépenses de l'État. En gros, la charge de la dette, c'est l'intérêt que tu payes sur la dette que tu prends. Et en gros, le système de refinancement de la dette, c'est tu t'endettes pour payer les intérêts de la dette du passé. Enfin, du coup, c'est un système qui est sans fin. Et c'est pas très grave, jusqu'à l'infini. Oui, okay. Mais il y a pas mort d'homme dans le sens où en fait comme ça c'est catastrophique. En fait non mais c'est parce que oui ça fait peur parce que toi tu vas pas te dire ah bah tiens moi, et si j'empruntais pour tu vois non à l'échelle d'un individu c'est impossible mais à l'échelle d'un État comme c'est pas impossible. Patrick Drahi non mais c'est vrai, nous a montré que c'était possible. Oui mais à la fin il chute. Oui. À la fin il chute mais... et Patrick Drahi, précision importante, SFR est rentable. C'est très important de le dire. SFR est rentable. Attends, pause. SFR est rentable, mais pas du tout à la hauteur de ce qu'il doit payer le monsieur. Le monsieur est endetté à hauteur de 60 milliards. Le monsieur. Et SFR crache 2 milliards de bénéfices par an. Et c'est pas suffisant. Il a dû vendre BFM. Et il a presque dû vendre Sotheby's qui détient Sotheby's, ouais. Et qui a une maison de vente d'œuvres d'art. Ouais, et encore une fois, Victor. Victor, tu es dans une merde noire, on va se dire la vérité. Il est trop content derrière la cam, Victor. Et donc, non, ça c'est un mécanisme. Oui, en fait, faut être trop gros pour too big to fail, quoi, pour faire ce genre de truc. En fait, c'est Patrick Drahi qui le dit. En fait, lui, il dit. Il y a un point dans la bascule, dans la relation avec le banquier, où en fait tu passes le point de bascule, où en fait c'est le banquier qui dort plus mal que toi. En fait, il dit qu'il y a un rapport de force qui s'inverse. C'est ça la France, quoi. Exact. Mais en fait, c'est même pas la France. Il y en a plein, tu vois, des mecs comme ça qui se sont faits sur de la dette. Et Patrick Drahi en est un. Et lui, en gros, il dit bah, moi, je suis arrivé à un stade où en fait, c'est le banquier qui dort pas. Moi, je suis endetté, mais tu vois. Oui, parce que 60 milliards, le banquier, s'il perd, en fait. Oui. En fait, du coup, le banquier, il a tout intérêt à trouver une solution. Donc, si demain, Patrick Drahi se pointe et il dit est-ce qu'on peut retarder les échéances, le banquier va lui dire pas cool mec, mais bon il a pas trop le choix non plus en fait. Puis Drahi, il suffit qu'il récupère 1% de ça à titre perso pour finalement avoir une meilleure vie que 100% des ressources. Voilà, mais du coup on sait pas ce qui va se passer. Il a dû vendre BFM quand même, mais bon je pense qu'il va s'en sortir, je sais pas, on va voir. C'est curieux comme situation, mais ça c'est ouf. Et comment toi tu vois les États-Unis, alors sans forcément de position politique, parce que évidemment que Trump est super controversé et a raison sur un paquet de sujets, le climat, les femmes, la relation à l'Europe et tout, tu vois. Mais qu'est-ce que toi tu vois ça d'un point de vue économique? Est-ce que, parce que là on voit un boom sur les marchés financiers, est-ce qu'on est en mode Trump c'est génial? Parce qu'en fait, quand on voit les trucs de loin, on a l'impression que Trump est un outsider. Quand on voit les marchés financiers, on a l'impression qu'au contraire tout le monde voulait qu'il gagne. C'est très bizarre d'ailleurs comme truc. Oui, parce que en fait, Trump est pro-business. Trump est vraiment fondamentalement pro-business et dérégulation aussi. Et dérégulation, ça plaît. En fait, c'est le sujet en Europe d'ailleurs, on pourra revenir dessus. Dérégulation. Et en fait, Trump, cette année, ce qui a changé, c'est que généralement, la Silicon Valley est historiquement démocrate. Donc, contre Trump. Là, oui, Google et tout. Enfin bref. Et là, cette année, pourquoi ouais. Parce que normalement, il devrait être. L'heure de gauche, San Francisco. Juste une question de valeur. C'est comme si je te demandais pourquoi telle ville est de gauche, tu vois. Oui, non, mais c'est pas parce que tu peux te dire qu'un mec qui a une entreprise ultra rentable, il peut se dire plus ça va être dérégulé, notamment sur les réseaux sociaux, plus ça va m'arranger.
Donc, oui, mais ils sont progressistes aussi. Enfin, je pense que le côté innovation technologique te rend progressiste aussi sur les droits sociaux, je pense. Et je crois quand même que l'homme d'affaires que tu as en tête américain et l'homme d'affaires que tu as en tête français n'a rien à voir. Reid Hoffman, là, qu'on a vu. Incroyable. Mais ce mec a quitté les États-Unis, je crois, parce que Trump a été élu. Et c'est un milliardaire. Okay. Et donc, je pense que c'est pas le même profil. Et qu'est-ce qu'on disait par rapport aux États-Unis? Non, mais comment la question. Ouais. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un gars qu'on nous a présenté comme un type à deux doigts en fait de changer la face du monde a en fait une aussi grosse confiance de l'argent, quoi. Enfin, des gens qui ont de l'argent, quoi. C'est comme un truc c'est fou en vrai quand tu y réfléchis. Mais parce que, en fait, dérégulation. Parce que avant avec Biden était beaucoup plus, comment dire, il était pas pro-business, en tout cas il reflétait pas cette image-là. Et Trump est aussi protection des entreprises américaines aussi, tu vois. Et c'est un combo qui fait que stonks sur les marchés, tout explose. Et en fait on l'attendait aussi beaucoup. Les investisseurs l'attendaient énormément. Et en fait du coup t'as le truc, t'as un combo de plein de trucs qui fait que exploser. Mais en vrai, si tu suis l'actu économique, c'est pas choquant. Nous on l'attendait, tu vois. On savait sans doute que Trump allait se faire allait gagner. Et on savait que si Trump gagnait, que tout allait exploser sur les marchés. En soi, c'est pas tant un mystère que ça. C'est à chaque fois qu'un président républicain est élu que ça fait ça? Non, historiquement, à chaque fois qu'un président est élu, il y a un boom. Non, il y a un boom. Okay. Ouais, y a un peu boom, importe, démocrate, républicain. Peu importe, il y a un boom. Mais bon, le boom. C'est heureux, c'est la fête, on y va, on investit. Historiquement, il y a un boom. C'est pour ça qu'on avait fait des articles sur comment les élections vont impacter le marché financier. En vrai, peu importe. Chaque fois qu'il y a les élections, il y a un boom. Mais là, le boom qu'on a en ce moment, c'est juste historique. Et on n'a jamais vu un tel boom sur une victoire d'un candidat, quoi. Moi, je suis investi sur le marché financier. Mais attention, parce qu'en fait, là, en gros, pour la suite, tu demandes la question pour la suite. En fait, la suite, je pense qu'elle va reposer sur les barrières douanières dont parle Trump. Ouais. Qui est un outil de négo d'ailleurs, qui n'est pas si sincère que ça. En fait, moi, c'est ce que je me dis. En fait, pour revenir aux barrières douanières, Donald Trump va imposer 60% sur les importations chinoises et 10% sur les importations européennes. En plus, supplémentaire. Et en gros, moi, ce que je pense là dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce qu'en fait, ça va faire accélérer l'inflation aux États-Unis. Parce qu'évidemment, si les produits coûtent plus cher à l'importation, les prix vont augmenter aussi dans le pays. Et en fait, il n'a pas intérêt à faire ça à ce niveau-là, parce que s'il relance l'inflation et qu'on repart dans un cycle de baisse de taux, ça c'est le scénario catastrophe. Donc je pense pas. Et ensuite, on a Elon Musk. Elon Musk a une gigafactory en Chine. Il y en a une en Allemagne. Une en Allemagne. Et en fait, si Donald Trump s'amuse à mettre en place des barrières douanières, on fait quoi des voitures Tesla qui viennent de Chine? Il va pas non plus faire une politique en disant tout le monde va payer sauf Elon, mon pote, ouais. Donc c'est pas possible. Donc et d'ailleurs même les iPhones viennent de Chine aussi. Voilà, plein de produits, tu vois. Donc franchement, je doute vraiment. Et tu connais, c'est la stratégie de négo où en fait tu fais le fou furieux et quand t'arrives à la table, et en fait t'as le upper hand, quoi. Donc t'as plus de levier pour négocier. Donc je pense pas que Trump va vraiment mettre en place ces barrières douanières. Et je pense justement que ça va peut-être relancer les marchés financiers. Après, les marchés financiers, c'est un autre sujet. Franchement, on peut en parler aussi. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés américains, donc la hausse du marché américain, elle est folle là sur l'année 2024. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très concentrée. Les 7 magnifiques, c'est les GAFAM plus Nvidia, Tesla. Et en fait, ça contribue à hauteur de 50% de la hausse du S&P. Ouais, bien sûr. Qui est le principal indice boursier américain. Et puis il y a quelques valeurs technologiques aussi comme Broadcom ou Palantir qui sont dans le lot des trucs qui se poussent et tout, micro-stratégie et tout. Non mais ok, c'est super intéressant. Et surtout que j'ai l'impression, moi c'est une sensation que j'ai et ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis Anto aussi là-dessus, tu vois. Mais que là on s'est fait balayer de la compétitivité genre quasi définitive. Ça donnait l'impression de l'extérieur, encore une fois. Moi je suis qu'un observateur et puis je fais exprès d'avoir des positions toujours un peu too much pour pouvoir sortir des idées. Mais j'ai eu l'impression au moment où on voyait la crise politique française et le boom des marchés américains que c'est vraiment la vraie leçon de c'est fini, quoi. L'Europe est vraiment derrière, quoi. Moi je pense que un des vrais sujets, c'est que la France, en fait on pense aussi beaucoup France et on pense pas assez Europe. Et que l'Europe est très désunie, en fait c'est une Europe désunie plutôt qu'une Europe unie qu'on aimerait voir. Et on le voit d'ailleurs je prends un exemple qui a eu lieu récemment, c'est l'accord UE-Mercosur, qu'on en a beaucoup parlé avec Angela Merkel, etc. En fait ce qui se passe, c'est que il y a l'agriculture française qui va en pâtir.
mais l'industrie allemande va en bénéficier, globalement. Pour le caricaturer de manière très large, alors que bon, en réalité, ça sera sur très peu de choses, mais en gros, l'agriculture française va en pâtir et l'industrie allemande va en bénéficier. Donc du coup, tout le monde en France se dit c'est un scandale parce que du coup, ça va bénéficier l'Allemagne. Tous les Allemands sont en mode youhou. Tous les Allemands sont en mode youhou. Et du coup, le vrai sujet, c'est que l'accord qui a été négocié, on l'a pas pensé pour dire qu'est-ce qui bénéficie à l'Europe. Et surtout, même, c'est le plus grave là-dedans, c'est que ça fait 25 ans qu'on négocie un accord avec le Mercosur. La Chine, ils nous ont pas attendu 25 ans pour faire des accords. Et ils y vont, ils envoient leurs trucs, leurs marchandises, ils font des échanges, etc. Et en fait, nous, c'est 25 ans qu'on négocie un accord. Parce qu'en fait, on est complètement désunis là-dessus. Et du coup, le fait de. Ça fait 25 ans qu'on négocie un accord. Et c'est pour ça qu'ils annoncent. Toi, t'es dépanné. Exact. C'est vrai. Mais c'est vrai. Ça fait 25 ans. Et ça rend ouf. Et en fait, c'est juste parce que l'Europe n'est pas unie. Et en fait, donc, soit on décide. En fait, à chaque fois ils font des allers-retours, quoi, en fait. Je sais pas, parce que. C'est ça l'Europe. En gros, c'est 27. Mais l'Europe, c'est ça. Dis-toi que c'est 27 personnes. Bienvenue en Europe, en vrai. Enfin, c'est le problème. Et même, tu peux dire 25 ans, si c'est allé dans chaque État, ça veut dire que ça a duré. Les négociations durent à peu près en moyenne 1 an. Je sais pas comment ça a été fait, mais si tu rapportes ça à chaque État, ça veut dire en moyenne 1 an par État. Tu dis, bon, en vrai, ça va pour un accord qui est aussi dense, c'est pas énorme. Mais en fait, quand tu dis 25 ans pour négocier entre deux parties, t'es en mode. Enfin, là, c'est aberrant, tu vois. Et donc, le fait que la France. Putain, on était même pas en euros quand ils ont commencé à négocier. Ouais. Enfin, tu te rends compte de la connerie quand même. Non, mais oui. Et le fait. Je suis pas sûr parce que je pense que l'euro est arrivé avant 2002. Oui, c'est ça. Mais du coup, le fait que la France, tu raisonnes en disant nous on est machin et que on se réfléchissait même pas à l'échelle de l'Europe et qu'on essayait même pas de faire une stratégie européenne justement pour contrer les États-Unis ou la Chine, moi je trouve que c'est ça qui me rend ouf, tu vois. Et c'est moi je pense le déclin entre guillemets qu'on peut voir par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis, il s'explique juste par ça, par notre désunion en Europe. Mais du coup, t'es anti-Europe ? Ah non, moi je suis profondément européen. Mais du coup, quelle vision de l'Europe dans ce cas-là ? La vision qu'on a actuelle ou une version améliorée ? Moi, prends pour la peine. Prends pour la peine. Moi, je sais pas si une Europe fédérale serait la bonne chose aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Mais en tout cas, se rapprocher de ce modèle-là serait une bonne chose. Ok. Tu vois ? Donner plus d'autonomie, mais à quel niveau tu donnes en fait, moi, non. En gros, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une direction européenne qui donne une direction claire et précise européenne. Ou soit les États-Unis d'Europe, quoi. Attends, mais comment tu fais ça ? Comment tu fais ça concrètement, comment tu fais ça ? Tu vas te donner une direction à l'Europe alors que t'as des pays comme la France et genre l'Espagne et l'Allemagne. Enfin, même tu vois, tu peux prendre des grosses économies, même la France et l'Allemagne qui ont des intérêts divergents. En fait, c'est se dire, la Pologne, mais en fait justement, les puissances. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, on a des intérêts divergents, mais qu'est-ce qui à long terme nous rapporte à tous ? Et on a des intérêts divergents parce qu'en fait on est quand même indépendants les uns des autres. Ok, à court terme, oui, exactement. En fait, à court terme, l'Allemagne. Si tout le monde est uni, on a tous des intérêts. Imaginons à court terme, ok, l'accord Mercosur, ça va être un peu négatif pour l'agriculture française. Ou à l'inverse, imaginons on a un autre accord qui soit négatif pour l'industrie allemande. Et bah c'est l'Allemagne qui se dit ok, j'assume et j'accepte le fait de perdre un peu pour mon industrie allemande. La France qui dit ok, j'accepte de perdre un peu pour mon agriculture, mais on va mettre les trucs en commun, on va voir comment ensemble on est plus fort. Donc, et que dans 5-10 ans, machin, en fait cet accord il nous bénéficie à tous. Même si à court terme, c'est Airbus, quoi. Mais du coup, dans ce cas-là, en fait, c'est ce que tu dis, on va retomber dans le même schéma, je pense. C'est qu'en fait, tu dis, ok, une entreprise automobile allemande accepte de faire un compromis là, parce qu'elle va obtenir un compromis là-bas. En fait, tu vas retomber. Donc, peut-être pas dans l'instant T, mais dans 5-10 ans, retomber dans un truc de négo qui va prendre 1000 ans, parce qu'en fait tu reviens sur des compromis que t'as fait il y a 10 ans. Non. En fait tu dis j'ai fait un compromis et en fait maintenant tu vois ce que je veux, tu retombes dans ça. En fait le compromis, je trouve que ça ne marche pas, tu vois. Ouais, mais alors c'est ça qui est compliqué à l'échelle de l'Union européenne. Ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui tu vois t'as c'est la commission qui va décider globalement ce qui va se passer et qui va le mettre après au Parlement, le peuple directement qui a décidé, et la commission c'est en gros les chefs d'État qui décident un peu, des chefs d'État européens globalement qui vont décider un peu. C'est le Conseil de l'Union, non ? Conseil de l'Union européenne des chefs d'État. Oui, mais c'est eux qui nomment la commission, chef de la commission européenne. Oui. Et en gros, c'est Macron et les chefs d'État qui en gros appellent aussi Ursula von der Leyen et qui donnent un peu des directives, même si bon, il y a un fonctionnement aussi. Je détaille pas tout le fonctionnement de l'Union européenne parce que c'est un gros bordel. Tu vois, ça aussi c'est un problème. Mais du coup, ça fait que chaque pays va défendre son bout de gras. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les constructeurs automobiles allemands, ils vont faire du lobbying auprès de leur politique en Allemagne.
Ils vont dire défendez nos droits parce que nous on veut continuer d'exister de machin. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils fassent du lobbying auprès de l'Union Européenne, auprès d'Ursula von der Leyen pour dire nous on veut que ça existe et qu'Ursula von der Leyen aille expliquer à tout le monde en disant bah si l'industrie allemande fait de l'argent, ça va bénéficier dans un système d'impôts commun à toute l'Union Européenne et en fait on sera plus fort ensemble en tant qu'Europe. Que BMW, que Mercedes ce soit des entreprises européennes et pas des entreprises allemandes. Et inversement, que l'agriculture française ce soit l'agriculture européenne. Et que du coup les taxes soient à l'échelle européenne. Exactement. En fait, c'est ça le sujet. Ça serait sublime en vrai, hein, mais ça me paraît super difficile. Ça me paraît tellement difficile. Pourquoi ? Je comprends, hein. Parce qu'en fait, du coup, nous on le voit vraiment à l'échelle d'entreprise, mais tu sais, l'entreprise, son objectif, c'est de faire plaisir aux actionnaires, quoi. Maximiser le profit. Maximiser le profit. Et c'est triste, hein, tu vois. Je suis pas en train de dire c'est bien et c'est comme ça qu'il faut vivre. Mais tu vois, par exemple, Volkswagen qui est mal là, tu penses vraiment qu'ils sont en mesure de faire des compromis là-dessus ? Genre, ils ont dit, oh, bah, il y a 10 ans, il y a Renault qui nous a fait une passe D. Donc là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, alors qu'on est dans la merde absolue, nous, allez, on va aller leur lâcher du lest. Maintenant, les mecs, ils sont en train de licencier comme pas possible. Il y a tous les jours, il y a des grèves. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça doit faire partie d'une stratégie européenne. Est-ce que la stratégie européenne, c'est d'encourager l'automobile ? Oui ou non ? Ok, oui. Ok. Est-ce que la stratégie de l'Union européenne, c'est d'avoir des véhicules électriques ? Oui ou non ? Oui. Ok. Comment on maximise ça ? Renault, BMW, machin, vous êtes des entreprises européennes. Mettez-vous ensemble et faites-nous. Tu fusionnes un truc et tu fais un géant européen, quoi. Exactement. Pas forcément Airbus, quoi. Oui, mais alors exactement. Exactement. Donc là, pas forcément chercher à fusionner tout le monde, mais qu'en tout cas les synergies sont ensemble. Ouais, tu sais qu'il y avait eu un sujet entre Renault et Stellantis. Ouais. Il y avait et en fait l'objectif c'était justement de construire un Airbus de l'automobile. Et quand on fait un Airbus, ça marche, tu vois. Et en fait, alors ça marche aussi parce que Boeing est quand même complètement écrasé contre un bus. Oui, mais même c'est quand même Airbus aussi... marchait très bien quand même, on avait très beau contrat. Oui, c'est vrai, mais Boeing qui est complètement catastrophique, ça Airbus est un beau projet. Ouais, Airbus n'a aucun intérêt à ce que Boeing se casse la gueule non plus, hein, tu sais, parce que en fait ça crée de la défiance. Voilà, ça crée de la défiance et surtout en fait ça crée un monopole. Et en fait quand ça crée un monopole, et les autorités sont beaucoup plus sur ta gueule et donc voilà. C'est sûr. Mais après le truc là-dessus justement, c'est il y a eu des autorités de régulation des monopoles européens qui ont cassé des monopoles européens parce qu'il fallait pas de monopole en Europe. Le problème en fait, moi je trouve de l'Europe et du sens global de tout ce que tu dis, c'est que soit tu vas à fond, soit tu vas quasi pas du tout en fait. Et c'est en fait on est aujourd'hui entre les deux. On est même pile au milieu des deux et on est même tellement au milieu des deux que ça devient absurde. C'est-à-dire que typiquement on dit que les Français taxent trop et tout ce que tu fais, que la France taxe trop, tout ce que tu veux. Mais la France par exemple, elle taxe pas forcément très fortement certains géants du numérique pour une raison toute simple, c'est que sinon ils disent mais on se casse à Dublin frérot, on s'en balance. Et ça c'est un truc où les gens se rendent pas compte que le fait de pas avoir ne serait-ce qu'un système d'imposition uni en Europe, c'est ça qui est déjà là à la base du problème de du coup les grandes boîtes elles arrivent, elles rentrent dedans comme dans du beurre en disant bon on va foutre en gros nos systèmes de taxation en Irlande ou en Hollande et du coup c'est terminé bonsoir, tu vois. Pendant que la France va taxer les seules boîtes qui du coup ne peuvent pas bouger de France. Exactement. Et du coup ton critère de taxation c'est de pas pouvoir bouger de France. Et quand on parle de régulation et qu'on dit il y a trop de régulation etc, c'est un sujet que tu voulais peut-être aborder après. On va l'aborder juste après, mais délicieux sujet. Mais quand on dit il y a trop de régulation, pour moi le sujet c'est que en Europe on est incapable justement d'avoir les régulations à l'échelle européenne et de faire des régulations justement pour des entreprises européennes et de s'épanouir pour qu'elles puissent s'épanouir en Europe. 100%, c'est un gros sujet d'ailleurs, c'est le sujet de l'union des marchés de capitaux. Et en gros, c'est quoi alors, l'union des marchés de capitaux? En gros, aux États-Unis, quand t'as des questions pour une entrée en bourse ou quoi que ce soit, en fait, tu vas voir la SEC. La SEC qui te dit, qui te donne les directives. Ici, en fait, le problème, c'est que quand t'entres en bourse en France, en fait, les marchés sont trop segmentés avec des régulations beaucoup trop différentes. Ok. Alors qu'en fait, c'est pas les mêmes règles. Exactement. Et en fait, pour investir en France qu'en Allemagne, qu'en Pologne, etc. Tu vois. Et en fait, en gros, le problème, c'est que les flux de capitaux ne sont pas aussi fluides que ce qu'on pense. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Par exemple, un investisseur polonais, pour venir investir en France, et ben en fait, c'est pas juste, il vient, il pose ses valises et il investit. C'est pas aussi simple que ça, en fait, dans le fond. Et en gros, là, le sujet de la création de l'union des marchés de capitaux, parce qu'en fait, le problème en Europe, pardon, c'est qu'il n'y a pas assez de capital. C'est pour ça que des Mistral sont obligés d'aller lever des fonds aux États-Unis. Et enfin, quand tu deviens un peu trop gros ici, tu es obligé d'aller ailleurs. Et en fait, le problème que ça pourrait venir régler l'union des marchés de capitaux, donc on pourrait créer la SEC européenne qui pourrait
créer un cadre réglementaire unifié à l'échelle de l'Union européenne où en fait ça pourrait qui fait qu'un Polonais débarque, il pose 10 millions sur la table sans qu'il y ait de sujet, quoi. Et même les bourses en fait, tu vois, même les bourses avoir beaucoup plus de transparence et voilà, tu vois. Parce que tu vois sur un Mistral justement le géant de l'IA mais et je vais y venir après. français / européen. Moi j'aime bien dire européen derrière, mais Mistral, le problème c'est qu'on dit oui il y a des régulations parce qu'il veut s'étendre, il veut aller ailleurs et comme tu dis il part en fait ailleurs parce qu'il y a trop de régulations, il peut pas se développer comme il veut. Mais l'idée c'est de se dire on fait un truc puissant en Europe, on construit en Europe et on aide ce géant à construire en Europe en faisant des régulations pour que lui il soit aidé et en fait en disant aux autres soit vous venez mais vous payez beaucoup d'impôts parce que vous n'êtes pas européen et voilà, mais nous on aide nos produits européens. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement aider à créer un géant ? Concrètement, c'est le mettre moins de régulation possible par rapport à ce qu'on pourrait mettre sur d'autres qui sont pas européens, l'aider dans les financements, aider justement comme tu dis des partenaires étrangers aujourd'hui du coup d'autres pays européens, créer de la préférence européenne, créer de la préférence européenne, etc. Mais tu vois là-dessus, j'ai donné une conférence avec le PDG de Danone sur l'IA aux entretiens de Royaumont, qui était méga intéressant. C'est pour ça que je dis ça aussi. Exactement, c'est pour ça je vais dérouler délicieusement. Non mais en fait c'est une conférence méga intéressante. Le sujet n'est pas du tout de ma conférence, je l'ai juste dit pour flex. Non, plus sérieusement. Victor, tu pourras mettre une petite photo. Tu pourras mettre un petit visage de clown sur ma tête. Non, en gros, ce qui était vachement intéressant, que je trouvais moi en tout cas, c'était que du coup il y avait eu le discours de Arthur Mensch de Mistral AI pendant ses entretiens de Royaumont. C'est pour ça que moi j'étais très honoré d'être sur scène, d'où le fait que je l'ai placé. Et il disait en gros 2 choses sur la régulation que je trouvais super intéressantes. La première chose qu'il disait, c'était aujourd'hui la régulation européenne elle nous empêche de faire du business. C'est pas qu'elle nous empêche de nous développer au sens auquel on l'entend, c'est-à-dire elle nous empêche de créer des modèles d'IA géniaux. Parce que d'ailleurs, ce qui est ouf, c'est que Mistral en nombre d'argent investi à le meilleur modèle. Si tu compares, ce serait débile de faire des ratios comme ça, mais le modèle de Mistral est ultra compétitif pour le, entre guillemets, peu d'argent qui a été mis sur la table par rapport aux concurrents. Genre, c'est lunaire la symétrie, vraiment. Ouais, Mistral AI a levé 600 millions et OpenAI, on est aux alentours de 15 milliards. Exactement, et ils sont concurrents. C'est-à-dire qu'ils arrivent à être dans la course. Ils sont pris au sérieux, Donc c'est ouf ce qu'ils ont fait. Mais sauf que ce qui empêche Mistral, c'est par exemple, bonjour, je dis n'importe quoi, vraiment. Je suis l'aéroport de Serbie, par exemple, qui n'est pas en Europe, ou je suis l'aéroport de l'Arabie Saoudite. J'aimerais utiliser Mistral AI pour mes systèmes de contrôle et tout blablabla. Et Mistral AI va en mode, oui, avec grand plaisir. D'ailleurs, donc du coup, il va falloir être en conformité avec le RGPD, il va falloir signer l'IA Act, il va falloir faire ça, il va falloir faire ça. Et en face, ils sont face à un mec qui est mieux financé, avec un meilleur marketing et plus de confiance du marché qui est OpenAI, qui dit à nous, vous faites ce que vous voulez. C'est super dur pour Mistral de signer ces gars-là. Mais pourquoi on demande des régulations à Mistral pour des pays qui sont pas européens ? Moi, c'est ça que je comprends pas. Alors, parce qu'ils signent auprès d'une boîte européenne. Oui, mais ils signent auprès d'une boîte européenne. Ok, mais du coup, en quoi ça implique que la Serbie respecte les droits, comme tu dis, le truc RGPD, le machin, en fait. Non, les modèles de Mistral le respectent. Bah oui, mais la Serbie, si c'est pas son oui, modèle, mais du coup, c'est-à-dire qu'eux doivent monter une filiale en Serbie pour le faire. Tu vois, ça devient comme une vraie mécanique. Ouais, il y a trop de... Ouais, c'est ça. Et il y a un deuxième sujet qui est encore plus savoureux, en tout cas pour moi, dans ce truc-là, parce que même moi, je suis tout à fait d'accord avec ton utopie européenne, je trouve ça intéressant, ça reste quand même super compliqué, et pour moi, c'est un bel exemple de ce côté très, 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 très compliqué, c'est celui-là. C'est qu'en fait, si jamais nous on régule en disant, parce qu'on pourrait se dire, l'Europe c'est un très gros marché, ça attire tout le monde, donc en fait on va foutre nos règles, et si jamais OpenAI il est pas content, on l'interdit d'être sur le sol européen. Tu sais ce que va nous répondre OpenAI aujourd'hui ? Tant pis pour toi frérot. Et là t'es en mode, ok, donc en fait tu deviens le tiers-monde. Et là, ça devient super dur. Avec Meta, il y avait eu ça. Sans prendre l'exemple de la Chine, parce que c'est une dictature, mais la Chine a développé ses propres modèles et ses propres applications et ses propres sites. Donc, je trouve que justement, on devrait s'inspirer de ça en se disant, en fait, il y a d'autres possibilités que de dépendre de modèles américains aussi. Et quand je dis ça, moi, c'est pas mes mots. C'est les mots, en gros, je schématise la pensée d'OpenAI sur le sujet. En gros, ce sujet, c'est qu'ils sont en mode, mais en fait, frérot, on va devenir meilleur que toi. Donc, si tu veux pas de nous, c'est pas grave. T'auras juste moins bon que nous. Et c'est un postulat qu'on comprend pas. Et qu'on comprend pas parce qu'il y a 20 ans, il était faux ce postulat-là. Même il y a 10-15 ans, il était encore faux ce postulat-là. L'Europe était trop importante en termes de marché de consommateurs. Maintenant que t'as la Chine qui a augmenté et qui a quand même un peu ouvert ses oui, mais moi j'ai envie de te dire, et alors c'est pas grave si OpenAI dit je viens plus en Europe, je suis en mode, et alors développons nos trucs. Ouais, mais développons nos trucs avec. Mais du coup, si OpenAI. En Europe, on est limité par les capitaux. Et en fait, là, Mistral AI, ils sont allés lever auprès de qui ? Fonds américains. Fonds américains, etc. Ouais.
Donc en fait, c'est quoi? C'est on n'a pas de personnes assez riches en Europe? Exact. On n'a pas de personnes assez riches, on n'a pas un écosystème. Ouais. On n'a pas l'écosystème, on n'a pas l'effervescence qu'on a aux États-Unis. Il n'y a pas de bassin financier. Et il n'y a pas, plus que tout, moi je trouve, il y a une culture en fait où on prend pas de risques en Europe. Ouais, okay. Et en fait, il y a eu tout ça là, tout ce dont vous parlez, il y a eu un rapport de 800 pages de Mario Draghi, si vous avez le temps. Oui, bien sûr, je me rappelle. C'est en fait, actionnaire qui en parlait d'ailleurs. Ouais. Et peut-être un résumé via OpenAI. et en fait, dans ce rapport. Mistral. Mistral. J'ai même pas Mistral. C'est ça le pire. J'ai un abonnement de ChatGPT. J'ai même pas le truc de sa mère. Et en fait, il a même pas le. Il y a un abonnement Mistral. Ouais, en fait, c'est même accessible gratuitement. Il y a un modèle qui est accessible. Je pensais que c'était que pour les entreprises. Ah non, il y a un chatbot à la. Tu vois à quel point je. Voilà, tu vois. Mistral, si vous nous écoutez, payez le Crayon Group en marketing. On s'occupera de tout ça. On vous fera un truc. Ça marchait qu'à Marseille, moi, le Mistral. Enfin bref, j'avais un petit. Ah oui, le vent. Ah oui, d'accord. Wow, putain, je l'avais pas du tout. Okay, oui. Ah, je l'ai vu dans son regard qu'il était pas là. J'ai eu 2 secondes d'absence. Non, qu'est-ce que je disais dans ce rapport-là, en fait, justement, il dit qu'on n'investit pas assez. On n'investit pas assez. Et je pense que vraiment, il y a une culture européenne où on prend pas de risques. Alors qu'en fait, aux États-Unis, ils ne vivent que par ça, quoi. Tu vois, par exemple, l'exemple de Moderna. Moderna n'avait jamais gagné un seul dollar jusqu'au Covid où personne ne pouvait prévoir le truc. En fait, ils étaient en déficit. En fait, bah là, ça marchait. Et OpenAI, c'est pareil. Tu vois, OpenAI, regarde, au lancement. Donc là, on a vu Reid Hoffman. C'est une association d'ailleurs au lancement. C'était même exactement. Et en fait, ça a été financé par des Elon Musk, par des Reid Hoffman, par des Peter Thiel. C'est des mecs qui sont venus mettre 50, 100 millions. Et c'est Elon Musk qui a mis beaucoup d'argent. Et Reid Hoffman et Peter Thiel, politiquement, c'est l'opposé. Donc il faut comprendre aussi le genre de gens que ça réunissait. C'était quand même assez fou comme projet. Et tu vois, par exemple, ça a été. Si on remonte encore plus loin. Si on a des Peter Thiel, des Elon Musk et des Reid Hoffman, c'est les 3 en fait qui sont à l'origine de PayPal. C'est la PayPal Mafia. Ouais, ce qu'on appelle la Mafia. PayPal Mafia. Et en fait, il faut des gens du coup qui gagnent beaucoup d'argent pour qu'ils réinjectent aussi cet argent sur les marchés financiers et dans le private equity aussi. Enfin, private equity, capital risk, enfin bref. Ouf. Est-ce que du coup, vas-y. Non mais j'ai juste pour la petite anecdote, cette PayPal Mafia qui a donné derrière LinkedIn, Palantir, Tesla, SpaceX, YouTube. Enfin faut comprendre le genre de team que c'est, tu vois. Genre en France, un entrepreneur qui monte 2 boîtes successful, c'est un génie. Aux États-Unis, c'est juste. Est-ce que justement en France, on n'a pas un modèle beaucoup plus public? C'est un pas d'investissement d'État. Après, ça c'est le sujet public-privé. Moi, je pense que c'est là qu'on a un désaccord. Est-ce que les États européens, et du coup, c'est pour ça que je dis à l'échelle européenne, est-ce que l'Europe ne devrait pas dire j'investis massivement dans Mistral, quitte à ce que ça devienne du coup une entreprise publique européenne, mais on investit massivement pour contrer un OpenAI. Tu vas avoir historiquement, historiquement, fonds public, mais c'était une gouvernance publique, c'est mort. C'est fini. Comment ça? Faut de la verticalité. C'est fini. C'est justement ce qu'on vient de s'expliquer sur l'Europe. Ouais. Donc en fait, tu peux pas avoir une gouvernance publique. Ça a déjà existé. Oui, mais c'est quand même pas bon. En fait, ça devient. En gros, regarde. Quand c'est stratégique, t'es obligé de nationaliser. Vous êtes en train de monter une boîte là. T'imagines, t'avais quelqu'un qui te disait constamment toutes les décisions que tu prends passent par moi. Juste t'as plus d'agilité, t'as plus la vitesse et c'est ce qui fait vivre une boîte. Si vous allez bosser vite, c'est parce qu'en fait vous prenez les décisions à 4 et pas avec genre 120 mecs qui sont là et en fait qui contrôlent le moindre truc. Il y a des sujets géopolitiques qui entrent en compte, de souveraineté et tout. En plus Mistral, non, c'est impossible, tu vois. Donc après la BPI dans Mistral. Hein. Déjà. Et puis même pour même raconter un peu notre life, même dans la gouvernance du Crayon, c'est pas forcément la majorité. La majorité c'est pour les décisions qui modifient la boîte dans sa profondeur. Pour les décisions typiquement de ça c'est un invité, est-ce qu'on le reçoit, est-ce qu'on le reçoit pas, est-ce qu'on le reçoit, est-ce qu'on le reçoit. Alors déjà dans 90% des cas c'est Anto tout seul, on n'a même pas besoin de passer par nous, mais si jamais il y a un vrai sujet, c'est Anto plus l'un des 3 autres fondateurs qui sont ok, donc 2 contre 2, plus avec la voix du mec de départ, enfin de celui dont c'est le sujet, et décision prise. Sinon t'avances pas. Ok. Et par exemple, tu vois, là, il y a une femme là qui est, on appelle la Musk européenne. Elle s'appelle Hélène Huby. Et en fait, du coup, elle veut rivaliser avec l'un des segments de SpaceX. Et en fait, elle a plus de 50% du capital, c'est l'État là. Enfin, l'État ou je sais pas, un fonds peut-être européen, je sais plus. En fait, elle le dit très clairement. Elle lui dit, je sais, ma boîte maintenant est politique. J'ai accepté la règle du jeu, sinon autrement je ne peux pas monter cette boîte. Mais même quand t'es une entreprise privée aux États-Unis, le président américain, même s'il a pas de droit de regard, il est en mode c'est stratégique. Il te met la petite porte d'entrée pour la NSA. En 2015, Elon Musk il a reçu 4,9 milliards de fonds publics. Donc à un moment, si c'est pas public, tu vois, même si dans les faits il y a pas plus de 50% qui est l'État américain, dans les faits l'État américain il est en mode
Ouais, mais l'État américain, je pense, quand il donne les 4,9 milliards, sont un petit peu moins regardants que l'Union européenne et le gouvernement français, par exemple. Bah, non, mais à l'Union européenne d'avoir une flexibilité aussi là-dessus, tu vois. Ah, mais oui, évidemment. C'est ce que je te dis. Le problème, c'est pas donner l'argent. Oui. Le problème, c'est ce qui va après avec donc toute l'équipe qui vient et en fait qui impacte beaucoup trop la gestion de la boîte. Tu vois, je pense qu'aux États-Unis, quand ils donnent du capital. En Chine, tu peux pas avoir une boîte sans que le parti soit majoritaire. Bah, ils se débrouillent bien, tu vois, en Chine. Enfin, j'ai pas l'impression que les boîtes chinoises soient. Ouais, non, c'est. Je sais pas, après je veux pas. Non, encore une fois, je suis pas un admirateur de la Chine. Les milliardaires sont en train de tous quitter la Chine. Ouais, et d'ailleurs, en vrai, c'est con, mais c'est hyper intéressant. Je rebondis 2 secondes, je fais une parenthèse, sauf si le sujet vous intéresse, on peut creuser le truc là. Mais ce qu'il dit là, c'est le fait que les milliardaires se cassent de Chine. Il se passe évidemment la même chose en Russie. Pas d'ailleurs depuis que de la guerre en Ukraine, depuis même un peu toujours, historiquement et tout. Et c'est une des raisons principales qui fait que le dollar est très très difficile à remplacer. C'est parce qu'en fait, même quand t'es milliardaire en Chine, tu veux pas ton argent en yuan, parce que t'as le parti qui peut te bloquer. Même quand t'es milliardaire en Russie, t'as pas envie d'avoir ton argent en rouble, parce qu'en fait, tu sais qu'à tout moment, tu peux avoir un switch comme ça d'une banque russe sur ton argent. Et c'est pour ça que le franc suisse, que le dollar, mais que le bitcoin aussi, en fait, sont des trucs aussi prisés. C'est parce que les gens ils se disent, bah, aux États-Unis, $1 on l'acceptera toujours, un franc on l'acceptera toujours, un bitcoin on l'acceptera toujours, un yuan ou un rouble, mais tu sais, tu vois. Donc, mais vraiment, c'est ça. Et Jack Ma, il s'est fait cisailler la tronche par le parti. En vrai, c'est comme ça qu'il s'est passé, tu vois. C'est comme disparu, quoi. Mais je pense qu'il ait des dollars ou des yuan, ça aurait rien changé. Hein. Non, mais son argent en dollars aurait été moins touchable. Ah oui, il aurait été sécurisé. Oui, bien sûr. Comment tu conserves ta valeur. Et tu vois, typiquement, ce truc-là, c'est justement ça, moi, qui me rend fou. Je me dis, mais putain, j'ai l'impression que on est des démocraties libérales, ce qui est selon moi capitaliste, donc le meilleur modèle pour réussir à créer de la richesse. Et j'ai l'impression qu'on se fait dominer de plus en plus par ou des petits états satellites très très autoritaires, même si ouverts à tous et tout, comme les Émiratis ou ce genre de trucs, et par des gros états pour le coup très autoritaires, Russie, Chine et tout. Et je trouve ça trop dommage parce que j'ai l'impression qu'on a toutes les compétences, la liberté entrepreneuriale. Moi je pense qu'il y a un modèle c'est là que j'ai montré, pour moi il y a un modèle européen à défendre, de se dire on a une logique étatique normale, enfin on a toujours fonctionné comme ça en Europe, à l'inverse des États-Unis qui ont toujours été très libéral, en mode l'État qui contrôle, ça fait très peur, on veut surtout pas l'État. On prend l'autre extrême en Chine où c'est vraiment l'État qui est absolument partout, on est tous des membres du parti, etc. Horrible. Mais en Europe, on est un peu dans un entre-deux. On aime bien constamment dans un entre-deux en Europe, c'est le problème. Exactement. Mais du coup, peut-être il y a un modèle assumé, un modèle européen à assumer dans cet entre-deux-là, en se disant on a des financements publics et on veut avancer avec des financements publics tout en gardant une certaine liberté, les droits de l'homme, bref, liberté, tout qui est né en fait en Europe, le bassin en Europe. Et en fait, tout ça, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on subit à la fois les États-Unis. Et en fait, d'ailleurs, majoritairement les États-Unis et le modèle américain. Donc, comme Val, c'est la frustration, c'était pourquoi en fait on fait pas comme les Américains. Et moi, je pense que justement, d'assumer, de dire en fait, on fait pas comme les Américains, on les adore, c'est nos amis, mais on fait pas comme eux, on fait comme des Européens. Et ça, on a du mal à assumer cette ligne-là aussi, tu vois. T'en penses quoi, toi ? Est-ce que tu serais plutôt pro-ricain ou modèle troisième voie à l'européenne ? Troisième voie à l'européenne. Et j'ai pas la solution, hein. Je dis il faut réfléchissons, trouvons la troisième voie justement et avançons ensemble, tu vois. Mais franchement, la question elle est hyper complexe. Honnêtement, moi je trouve que le modèle américain, là depuis tout à l'heure on sauce beaucoup les États-Unis, mais les États-Unis ont leur faille aussi, hein, quand même. Ah oui, faut le dire. Donc au niveau des entreprises, etc., ça se passe bien. Au niveau social, c'est terrible. Mais au niveau social, voilà, c'est compliqué. Et même comment dire, là par exemple il y a le PDG de United Health là qui s'est fait tuer, mais c'est pour il y a des sujets de société assez complexes, du coup là ça il faut quand même le mentionner. Mais en tout cas en Europe, en fait je pense, comme le disait Arthur Mensch, je pense que la protection des consommateurs elle est beaucoup trop forte. Il n'y a pas besoin de protéger les consommateurs à ce point. Et en fait il y a un autre souci, et c'est Elon Musk qui le pointe du doigt, c'est en Europe c'est par défaut un danger. Tu vois, quand on présente une nouvelle technologie, c'est pour ça qu'on a toujours les fonctionnalités en retard sur les États-Unis. Par exemple, tu vois, Apple Intelligence, nous, on l'aura beaucoup plus tard. Je crois que c'est en avril. Et en fait, je me demandais si c'était pas un peu une provocation aussi d'Apple, parce que c'était un peu vénère contre. C'est pas Apple qui décide, c'est l'Union européenne, ça. Oui, non, mais ça je sais bien. Ouais. Mais l'Union européenne met tellement de règles que Apple est un peu en mode. Bon. C'est pas que Apple, Meta, OpenAI, tout le monde est obligé. Oh, regarde Sora de OpenAI, le générateur de vidéos, texte ou vidéo. Et ben en fait il arrivera aussi quelques mois plus tard. Et en fait Elon Musk dit il faut arrêter en Europe de dire que c'est par défaut problématique. En fait c'est par défaut ok, et ensuite
viendra la régulation. Mais en fait, en Europe, on bloque par défaut. Parce que on a peur, tu vois, c'est cette idée du risque. Moi, je trouve que l'idée du risque, elle est quand même au cœur du sujet. Parce qu'en fait, quand tu prends pas des risques, il se passe rien, tu vois, tu peux pas avoir un compromis où on se dit c'est safe, mais à côté on va avoir des GAFAM, on va avoir des géants de la tech, des gens par-ci par-là, etc. Non, c'est pas possible. On peut pas faire. Je suis très d'accord avec ça. Et pour revenir sur ce que je disais sur le côté, ils vont te dire au pire si t'en veux pas, nous on te le file pas et va te faire foutre. C'est en fait que ces technologies-là sont devenues quand même des trucs suffisamment importants pour que ça découle sur tout le reste. C'est qu'en fait, si Sora a 1 an d'avance aux États-Unis, toutes les boîtes qui vont s'appuyer sur Sora pour créer énormément de valeur, en fait vont manger leurs concurrents pendant 1 an. Ils ont une avance technologique d'1 an. Et c'est pour ça que les gens ils disent oui mais en fait c'est pas grave, nous on l'aura pour nous. Mais en fait cette vision-là elle est toujours hyper individuelle et consommatrice. Elle est rarement une vision écosystémique parce que la réalité c'est que si jamais, je prends un exemple tout bête dans la com, parce que nous on a des agences de com, Le Soigneur, Le Pinceau et tout, site internet si ça vous intéresse. Si jamais les gens ils veulent de la communication avec nous, et que nous on leur produit des magnifiques vidéos à 2000 € la vidéo, mettons par exemple, et qu'il y a un concurrent américain implanté en France mais qui peut utiliser les trucs des États-Unis, qui lui utilise Sora et du coup il est capable de faire des vidéos qui sont non seulement moins chères à 1000 € la vidéo mais qui en plus sont un peu meilleures parce que grâce à Sora il gagne du deal, chacun des putains de deals les gagne face à nous. Il peut te créer des plans et du coup l'argent peut pas faire, tu vois. Aux États-Unis. Je prends l'exemple à microscopique échelle mais ça peut être ça sur des trucs très gros. Et c'est juste que moi ce que je trouve frustrant là-dedans c'est vraiment cette idée et d'ailleurs c'était très marrant pendant les entraînes de réunion parce qu'il y avait Eric Schmidt, donc l'ancien PDG de Google, qui disait une des premières questions de l'intervieweur c'est mais alors qu'est-ce que vous pensez des régulations européennes, ce que tu veux, et lui il le dit en anglais mais il est en mode mais vous faites pareil les Européens parce que en fait à chaque fois que je parle de régulation c'est chez vous, moi quand je suis aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Et t'avais vraiment ce truc de genre en mode lui il nous voit comme des espèces de créatures étranges qui pensent aux régulations alors que les autres tout le monde s'en fout. Et en fait j'ai l'impression que ce truc là on est un peu tu sais tu parlais de cycle de trappe où tu parles de emploi prix. Moi j'ai l'impression qu'on a un peu régulation mécontentement, c'est-à-dire qu'en fait on régule, les citoyens sont pas contents donc on régule plus, donc ils sont encore plus pas contents et donc on régule plus. Parce que comme la régulation mène en fait à moins de liberté individuelle, du coup les gens sont moins contents et donc en fait t'appuies un peu sur 2 boutons à la fois, tu vois. J'ai un peu cette impression-là, tu vois. Mais de l'autre côté, pour essayer de basculer un peu à l'échelle individuelle, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis, Shahil, là-dessus. J'ai l'impression que là, il y a depuis le Covid, mais spécialement depuis l'élection de Trump, il y a une forme d'électrochoc. J'entends plein de voix que j'entendais pas avant dire il y en a ras-le-bol, tu vois. Qu'est-ce que toi t'en penses? À quel niveau? À l'échelle des entrepreneurs, à l'échelle des entrepreneurs, des entreprises, en gros des gens qui sont plutôt dans le monde économique, tu vois. Parce que l'écart se creuse. Et là, il se ressent en fait. Enfin, l'écart entre les États-Unis, entre la bourse américaine et la bourse de Paris, l'écart n'a jamais été aussi élevé là aujourd'hui. Et en fait, à un moment, t'en as ras-le-bol. Et regarde, il y a eu le sujet Total qui voulait aller se coter à New York. Là, il y a Canal. C'est pour d'autres sujets, mais Vivendi qui se sépare pour aller à Amsterdam et en Angleterre. Et en fait, en gros, c'est parce que en Europe, t'as pas de capitaux. Et en fait, Spotify est coté aux États-Unis. Klarna, ça va être la prochaine grosse entrée en bourse qui va être énorme. Et eux aussi, ils veulent aller se coter aux États-Unis parce que l'Europe. On a parlé de Klarna. C'est quoi déjà? Klarna, c'est paiement, tu sais, en plusieurs fois là. Ah oui, c'est ça. Oui, okay. Et buy now, pay later. Et le truc, c'est que les voix. Aujourd'hui, on entend de plus en plus ces gens-là parce qu'en fait, l'écart se creuse terriblement. Et tu vois, en fait, à ces échelles-là. Quand l'écart se creuse et qu'il continue de se creuser, c'est hyper dur de rattraper le retard. Déjà qu'on n'était pas au top du top, là on est en train de prendre du retard. Et là c'est pour ça que les gens commencent à parler parce qu'il faut faire quelque chose. Il faut réinvestir. Et c'est pour ça le rapport de Draghi, même s'il est un petit peu irréaliste, tu me diras, parce qu'en fait il faut faire tout et n'importe quoi pour renverser la tendance. Mais honnêtement, il tient le bon bout quand même, je trouve. Il faut investir. Et pour ça, il faut déréguler, apporter un peu plus de clarté, comme tu disais, essayer de faire en sorte que l'Union européenne soit plus unie. Et je pense que l'union des marchés de capitaux, qui était un énorme sujet, porté d'ailleurs par Bruno Le Maire, complètement tombé à l'eau, parce que Bruno Le Maire n'est plus là et c'est plus le sujet principal. Nono Le Maire, putain. Et l'union des marchés de capitaux, ça peut être une forme de réponse. Mais encore une fois, comment tu veux créer l'union des marchés de capitaux quand t'as 27 personnes? Moi, je galère à partir en vacances avec 5 personnes dans un groupe WhatsApp. Ouais. Tu vois, donc et pourtant c'est pour passer un moment cool. Voilà, tu vois, et le truc c'est que c'est juste impossible. Et en plus, regarde par exemple sur l'IA. Donc évidemment, t'as eu l'émergence de l'IA. Thierry Breton, il est arrivé, il a dit l'IA Act. Super idée, quoi. Donc pour réguler direct avant même qu'on ait des. Avant qu'on sache ce que c'est. Avant même qu'on sache ce que c'est. En fait, le truc, c'est que du coup, comme nous, on a Mistral, nous, on pousse. En
en faveur de la dérégulation de l'intelligence artificielle. Et à côté, t'as des gens qui prennent le seum et du coup, tu vois, est-ce que l'Espagne, à ton avis, ils la veulent ou pas la dérégulation? Voilà, tu vois. Comment ça? Bah, l'Espagne, ils ont pas de boîte dans l'IA. En fait, du coup, ils sont pas forcément favorables. Ce que je dis, c'est que Mistral, ça devrait être une boîte européenne et l'Espagne devrait se dire, bah c'est Mistral notre boîte. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, il faut rien n'empêche les Espagnols d'investir aujourd'hui. D'investir dans Mistral? Non. Ouais. Bah oui, bah qu'ils investissent. J'en sais rien, je suis pas espagnol, du peuple espagnol, merde. On faut rien défendre les Espagnols toujours. En fait, c'est un peu contre nature d'aller investir dans une boîte. Là, l'Espagne vient venir investir. En fait, est-ce que la France veut d'actionnaires? Enfin, je sais pas, ils ont accepté les Américains, mais juste les Américains, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut, c'est sûr. Non, mais il faut que ce soit pas des fonds, on se dit pas, c'est des fonds espagnols, c'est des fonds européens, tu vois. C'est ça qui. Au-dessus, regarde Doliprane. Doliprane, c'est le bordel aussi. C'est qu'aucune boîte va se dire européenne, aucune personne va se dire européenne. En fait, c'est aussi presque, j'ai envie de dire, après, symbolique. Là, c'est un truc politique à plus long terme. Ouais, mais c'est même presque symbolique parce que l'idée de se dire que tu créerais une domiciliation européenne qui veut dire qu'en fait, tu aurais une espèce de passe-droit transnational partout sur le territoire, un truc super attractif avec une espèce d'imposition unique. Mais le jour où tu fais ça, je veux dire, tu fous la France, elle est cool. Parce que du coup, forcément, ta fiscalité, c'est pas française. Mais oui, parce que tu penses. Encore une fois, la France, ça coule pas. Mais non, la France, c'est l'Europe qui grandit ensemble. Oui, mais du coup, comment tu vas financer la France alors que la France est un mauvais élève sur son propre financement d'État et que du coup, on est à 49% de prélèvement, 48-49% de prélèvement obligatoire, tu vois, en gros. Oui, mais la France, elle est attractive parce que c'est la France. Oui, mais c'est vrai, tu mets un taux de prélèvement à 36, pour prendre juste un exemple, ou à 20. La France, elle se prend un choc, quoi. Enfin, elle est plus capable de suivre. Ah, c'est la moins d'argent qui rentre. Enfin, c'est théoriquement. Je sais pas, moi je suis pas économiste non plus, mais c'est juste comment j'aimerais du coup qu'on fasse un peu le dernier grande rubrique de ce podcast là sur la question individuelle. Maintenant qu'on s'est foutu un peu la frousse en mode merde, c'est quand même pas fou ce qui se passe. Comment à l'échelle individuelle on peut s'en prémunir, ou comment tu gérerais toi pour un Français qui découvre même ces sujets-là en fait un peu en nous écoutant, comment à l'échelle individuelle il peut le mieux s'en sortir face à cette situation? Déjà, premièrement, s'informer. Okay. C'est la clé, enfin c'est la raison pour laquelle moi j'ai lancé Actionnaire en fait, parce que il y avait tous ces débats moi que je trouve absolument passionnants. Et en fait je me sentais pas invité dans ces débats, je les voyais de loin et en fait ils me parlaient pas, ces gens en parlent entre eux, mais je ne suis pas invité dans le débat. Et le truc c'est que c'est vrai qu'effectivement c'est vraiment partie des sujets. On a l'impression que vraiment le peuple est pas invité, quoi. C'est les experts entre eux. 100%. Moi c'est vraiment le ressenti que j'avais quand je regardais à l'époque les débats sur ces sujets-là. Et en fait c'est sentiment de pas confortable, quoi. Donc si tu t'informes, et ben en fait t'as constamment. En fait par exemple tout ce que tu me disais par rapport à Trump. Tu regardes les marchés financiers, c'est quand même capital. Si Macron a poussé pour la réforme des retraites, c'est parce qu'il y a les agences de notation derrière et en fait, il doit être en capacité de montrer qu'il peut réformer le pays. C'est politique cliché de dire ça, mais la finance dirige le monde. Bah, c'est un peu ça. Ce que ça veut dire quand tu dis ça, c'est que ça fait un peu bader. C'est pas tout à fait faux. La finance, c'est quand même crucial. Notre ennemi, il n'a pas de visage. C'est le monde de la finance. Victor, tu mettrais évidemment la référence à François Hollande. Il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et le sujet là, c'est je pense que là à notre échelle, le premier truc que tu puisses faire, c'est suivre l'actualité économique financière parce que c'est absolument capital. En fait, quand tu comprends les rouages là de cet univers là, mais tu comprends tout ce qui se passe, en fait tout ce qui se passe là découle de ce qui se passe plus haut. C'est un peu la rentrée dans la Matrix, quoi. Mais moi depuis que j'ai commencé Actionnaire, j'ai l'impression de voir un autre aspect de la vie, c'est terrible. C'est vrai parce qu'en fait tu comprends tout, tu vois tout, toutes les décisions sont prises de sorte à satisfaire quelqu'un, donc les agences de notation, l'Union européenne par rapport aux limites de la dette, les enjeux avec OpenAI, tu comprends quand même énormément de choses et t'anticipes aussi beaucoup de choses, donc t'es beaucoup moins angoissé, tu vois. Donc je pense que s'informer c'est quand même le b.a.-ba, quoi. Enfin là c'est sûr, il faut s'informer sur l'actualité économique et financière et on s'informe pas assez sur ce sujet-là en France à mon goût. Ouais, je suis d'accord. Et puis même la manière dont les médias traitent le sujet. Et là, pour le coup, autant ça m'arrive parfois d'être un peu dur sur le sujet. Là, même juste par pure
enfin ma pure logique de en fait ça fait pas d'audience, ou en tout cas c'est difficile de faire des audiences sur ces sujets-là, traite peu le sujet et très peu en profondeur, parce que c'est très complexe. Ouais, très complexe. Tu le vois là dans la discussion, c'est hyper galère. C'est que les trucs qui vont s'en rapprocher le plus, ça va être Capital sur M6, ça va être BFM Business, Tout pour investir, ou ce genre de trucs. Enfin, tu vois, c'est léger, tu n'as quand même pas beaucoup de sujets comme ça et tout. Ouais, non, c'est clair. Donc s'informer, et après, seconde étape, moi je trouve qu'il faut investir aussi. Il faut investir. T'investis toi du coup, j'imagine? Ouais, j'ai investi, et franchement je recommande à tout le monde d'investir, parce qu'en fait oui, depuis tout à l'heure on parle de perspectives qui sont assez sombres, etc. Mais non, en fait il faut quand même avoir foi. L'avenir non, sûr. Franchement non, ça va bien se passer. Et puis on vit encore dans la 7ème puissance mondiale quand même, on vit dans un pays incroyablement confortable, on est quand même... Justement, si on s'unissait en tant qu'Union Européenne, ce serait beaucoup mieux. C'est vrai, on passerait numéro 3 à l'échelle européenne quoi. Mais ça je trouve que c'est culturel ça, parce que toi demain je te demande ta nationalité, à aucun moment de l'année tu me dis que t'es européen. Évidemment, je dis que je suis français. Alors lui presque un peu, mais c'est vrai. Aujourd'hui je dis que je suis français, mais j'espère. Lui, ça le dérange. Moi aussi, j'espère. En gros, j'espère que dans 100 ans, les gens se diront je suis européen. J'espère aussi. Et que, en gros, je nie aucune phase, ni rien du tout du patrimoine français tel qu'il est, mais je pense que c'est beaucoup plus pertinent de se dire européen. Je suis d'accord avec toi. Et après, c'est un projet. Encore une fois, je ne suis pas politique et j'ai pas de projet particulier politique là-dessus, mais une vision européenne, c'est quelle culture on met. Pourquoi? Comment? C'est quoi la culture commune en Europe? Et on est en train de la voir petit à petit en fait. C'est marrant parce qu'à force de travailler ensemble, on comprend ce qu'on a de commun et tout en tant que culturel. Mais il y a plein d'enjeux, la culture, je sais pas, mais plein d'autres trucs. Mais voilà. Mais bref, on a plein de trucs à mettre en commun. Le train. Et ouais, le train. Non mais alors un autre sujet. Mais ça c'est un autre sujet. Je vais pas déborder dessus. Mais le fait de se déplacer en Europe, c'est un vrai sujet aussi parce que est-ce qu'on se déplace en train ou en avion? Pour l'enjeu écologique aussi, moi je l'ai vu aujourd'hui, c'est très difficile en train, en tout cas de se déplacer en train à travers toute l'Europe. Si tu veux faire Paris-Varsovie, c'est pas simple, donc t'es obligé de prendre l'avion. Mais du coup, est-ce que c'est viable? Ça c'est une solution. Bref, c'est un autre sujet, mais... Non mais c'est sûr, et puis après sur l'échelle individuelle il y a aussi... Oui pardon, j'ai débordé. Non mais t'as raison, mais sur l'échelle individuelle, là où moi je trouve qu'il y a quand même vraiment un truc qui m'a fait un énorme déclic, c'est une conférence d'un fan de crypto-monnaie qui s'appelle Michael Saylor, qui est bien connu maintenant, qui a monté une boîte qui s'appelle MicroStrategy. Juste pour les gens qui ne connaissent pas, la boîte de Michael Saylor, en gros, elle investit tout l'argent qu'elle gagne en bitcoin. Et elle ne fait que ça. Elle détient 2% des bitcoins en circulation. Exactement. Ce qui est juste stratosphérique. Et valorisé à 25 milliards, je dirais, quelque chose comme ça. C'est complètement dingue. C'est pas mal. C'est complètement dingue comme truc. Et il disait, en parlant du bitcoin, mais moi je l'ai pris comme un truc beaucoup plus général, il disait pourquoi tu ne voudrais pas les meilleures idées quand tu investis? Il n'y a pas de numéro 2, en gros. Il y a un numéro 1 et c'est tout. Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'en fait, du coup, dans le raisonnement de ton investissement et tout, faut investir dans le numéro 1. Et ça veut dire pas forcément investir dans que des grosses boîtes, mais d'investir dans les numéros 1 de leur domaine. Et c'est vrai, j'ai du coup fait beaucoup mes recherches depuis, effectivement, les numéros 1 sont ceux qui performent le mieux, de très loin. C'est-à-dire que si le numéro 1 fait x2 en taille, le numéro 2 fait pas x2, le numéro 2 fait x1,2, x1,3, mais vraiment beaucoup moins. Et ça, voilà, c'est pas une recommandation d'investissement, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme mécanisme. Et du coup, en fait, t'as beaucoup de boîtes sur lesquelles tu ne tournes pas en Europe, du coup. Tu vas investir beaucoup sur des boîtes américaines. Parce que tu vas pas t'investir sur un moteur de recherche ou un producteur de téléphone européen. Ça n'aurait aucun sens. Parce qu'il aurait beau être numéro 3 ou numéro 10, à la fin, le numéro 1 va continuer de grossir plus vite que le numéro 10, parce qu'il est juste plus fort, quoi, tu vois. Intéressant. Je sais pas si tu vois comme logique. Ouais, après, je pense que, évidemment, t'as des cas particuliers, mais sinon, LVMH globalement... est numéro 1 dans le luxe, Novo Nordisk est numéro 1 dans... Tu vois, et tu prends, c'est les boîtes qui portent le plus. Mais Novo Nordisk, avant d'avoir son médicament, c'était Eli Lilly qui dominait quand même. Ouais, ils les ont battus depuis le Ozempic. Et après, Eli Lilly là est en train de revenir en force aussi. Bon, je sais pas comment ça va se passer, mais oui, non, effectivement, je pense que si tu regardes globalement. Moi, j'ai clôturé ma position sur Novo. Je suis sorti, moi, pour le coup. Sorti Novo il y a très peu de temps. C'est fini. Bah non, je sais pas, je suis sorti. J'étais en mode l'Europe ça pue, donc. Tu réfléchis à l'échelle, quand tu dis l'échelle individuelle, en mode moi je vais investir que sur le premier et pas sur le deuxième parce que de toute façon je vais faire des meilleurs résultats. Je vais faire 2 fois plus. Et pour plein de raisons différentes, dans les ETF, donc c'est-à-dire les indices, on rentre vraiment dans les trucs d'investissement là, tu vois. Je sais pas comment ça s'intéresse les gens. En gros, les ETF, c'est des paniers d'actions, c'est-à-dire que tu investis dans, par exemple, l'ETF média, où tu aurais le média digital, où tu aurais Brut, Actionnaire, Le Crayon, Combini, le Média Positif, Hugo Décrypte. Et ça, t'investis dans toutes ces boîtes-là à la fois dans l'ETF média digital français. En achetant un truc, quoi. En achetant un seul truc, tu vois. Sauf que dans une répartition comme celle-là,
à qui on donnerait le plus d'argent en premier, on le donnerait à Brut. Parce que c'est le numéro 1. Donc en fait, Brut recevrait toujours plus de capitaux que le numéro 2, même, et plus que de proportion. C'est ça que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et c'est ça, il y a plein de mécanismes comme ça qui existent. Enfin voilà, moi je trouve que pour le coup, c'est un des sujets qui est compliqué, le sujet d'investissement individuel, parce qu'en fait, faut se former, faut le faire, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est juste que c'est un sujet, comme l'économie et la finance, on a tendance à le rendre compliqué. Parce qu'on aime bien rendre compliqué. Non, c'est compliqué. Et les gens qui en parlent adorent gatekeep ces sujets. Parce que c'est stylé. En vrai, c'est le problème. En vrai, c'est le problème. Non, mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que moi, là où je trouve que c'est compliqué de s'exprimer sur ces sujets-là, parce que comme c'est des décisions que les gens prennent avec leur argent, bien sûr, t'as pas envie d'endosser quelconque responsabilité de leur truc. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu vois, une sorte de responsabilité globale, mais personne ne sait en fait jamais. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut en parler, mais tu peux pas non plus t'engager dans ce que tu fais toi, parce que sinon, ça serait un conseil en investissement. Donc, c'est clair, mais juste, par contre, il faut investir et il faut s'intéresser à ces sujets-là, quoi. Parce que, sur le long terme, non, quand même, en fait, sinon, si tu n'investis pas, c'est que, quand je dis investir, c'est par exemple dans des ETF, etc., c'est tu crois. Il y aura plus de croissance, quoi. Ça, c'est fini. C'est fini. Et en fait, à partir de maintenant, tout c'est. Il faut investir dans quoi en Europe? Ça, je peux pas dire ça. C'est à toi de voir, tu vois. Parce que sinon, ça serait un conseil d'investissement. Et par contre, juste, il faut pas investir en Europe. Lui, moi, je vais pas lui demander. J'investirai en Europe. J'investis en Europe. Regarde les 7 plus gros américains et ce sera déjà une bonne partie du travail qui sera fait, quoi, tu vois. Mais déjà investis tout court en fait. Tu vois, en fait, moi c'est ce que je dis à mes potes. Votre argent est toujours mieux investi, quoi. Ce que je dis à mes potes, c'est franchement, en fait, le plus dur à faire, c'est le premier pas en fait. Investis juste 10 euros. Investis juste 10 euros. Comme ça, t'auras mis le pied dedans. Et ensuite, tu vas voir, tu vas être pris un peu par le jeu. Tu vas aller voir en fait si ça a augmenté, si ça a baissé et tout. Et tu vas dire, ah putain, ok, je le sens bien. Et en fait, tu vas peut-être être pris au jeu. Et je trouve que c'est la meilleure manière. Moi, je suis un peu entré comme ça là-dedans. Et après, voilà, aujourd'hui, je suis content. Je suis content de l'avoir fait aussi jeune. Donc non, franchement, il faut s'informer et selon moi, investir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Toi, t'en penses quoi? Toi, t'investis? Ouais, moi j'investis. J'investis. J'ai pas énormément de capital. Il s'est fait boxer par notre partenaire Trade Republic, donc maintenant il est un peu obligé. Exactement. On a un partenaire Trade Republic et du coup, voilà. Non, mais ouais, du coup, j'investis et en vrai, pas forcément des grosses sommes, comme tu dis, tu vois, je mets un petit peu, machin. Et en vrai, en fait, moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, je m'y connaissais pas du tout, vraiment, pas du tout. Et en fait, j'avais écouté, à l'époque, c'était Pauline Léniaud dans un podcast, elle avait reçu Mathias Vacino de Trade Republic, mais c'était il y a 2-3 ans, je crois. Elle avait reçu au tout début où Trade Republic faisait un peu leur campagne, etc. Et en fait, il explique dedans, d'ailleurs, il a expliqué en fait comment fonctionne la finance, comment fonctionne le système financier et pourquoi chacune des personnes, chacun des citoyens a une responsabilité aussi d'investir pour que tout aille mieux. Comme tu disais, en fait, la finance, c'est un peu la finance contrôle le monde, mais globalement, si tous les citoyens français investissaient dans les énergies renouvelables, il y aurait beaucoup plus de chances qu'on aille dans le sens des énergies renouvelables que dans le sens des énergies fossiles. Et donc en fait, quand il expliquait ça et quand tu comprends ça, tu dis ok, j'ai un impact et je peux avoir un impact. Alors c'est léger, mais en fait à l'échelle d'une nation et à l'échelle d'un pays, en fait c'est énorme. Surtout que la France est un des pays avec le plus gros stock d'épargne qui dort. Exactement. En ratio au monde, quoi. Et en fait moi comme j'ai pas un énorme capital non plus, je me dis pas je vais faire x10 forcément. Là je me dis l'investissement que je le fais aussi justement pour essayer d'avoir un impact en se disant j'investis. Investisseur militant. Exactement, j'investis pour avoir un impact et se dire justement ça va orienter des décisions politiques ou en tout cas ça va orienter des décisions citoyennes en investissant dans ce cadre-là, tu vois. Intéressant. Et je me dis que si chaque citoyen faisait ça, ça aurait un impact de trop bien, ouais, non, c'est intéressant, c'est intéressant d'investir en militant, quoi. Voilà, et en fait je sais que quoi qu'il arrive, de toute manière, même en faisant ça, je gagne plus d'argent que si je laisse mon compte dormir sur mon compte en banque. Donc en fait, de toute manière, j'ai tout intérêt à le faire. Donc à partir de là. Voilà mon rapport à l'investissement aujourd'hui. Intéressant, trop intéressant. Moi je dirais, alors c'est le slogan du surligneur et de Sixteen, mais moi je dirais prends la parole aussi, tu vois. Enfin prenez la parole, je pense que c'est aussi ça dont on a besoin. Moi j'ai eu l'impression que l'élection de Trump a permis au moins une chose, c'est que tout le monde a compris que c'était n'importe quoi, que c'était le bordel, que même un type complètement odieux et fou pouvait être élu président de la première puissance mondiale. Donc je pense que ça a un peu décoincé tout le monde. Je pense que 2016 on se rendait moins compte, ça ressemblait à un accident. Là 2024 c'est vraiment un plébiscite, donc tout le monde en mode c'est n'importe quoi ce qui se passe. Et je pense que ça libère beaucoup de gens en disant, je
pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une pression de donner leur avis ou pas parce qu'ils ont peur qu'on leur reproche, d'être désinvités, de devenir infréquentables et tout. Et je pense qu'on est en train de tout doucement de rentrer dans une ère où ça sera de plus en plus faux. Parce que les gens sont en mode juste, t'es libre de penser ce que tu veux. Et en fait, je pense, nous, on pousse beaucoup pour ce message-là au crayon, c'est important de le dire. Oui, ça c'est sûr. Mais nous, en tout cas, on a l'impression que notre travail est de plus en plus facile par rapport à ça. Et l'élection de Trump a quand même simplifié le truc parce que là, tout le monde en fait se calme parce que se dit, mais je commence à vouloir moi censurer tout le monde, comme ce qu'ils ont essayé de faire avec Trump. Le résultat, il est encore pire. Donc en fait, je pense que ça calme aussi beaucoup de monde. Beaucoup de gens sont pour le débat parce qu'ils voient bien qu'aussi, les États-Unis, on dit que c'est génial en bourse, mais ils sont quand même au bord de la guerre civile aussi à chaque élection, tu vois. Donc je pense que si on veut éviter ce truc-là, faut prendre la parole, donner son avis, être respectueux, être dans le débat. Moi, je pense que c'est hyper important que les citoyens, et ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des abonnés, vous n'avez pas besoin d'être dans les médias ou d'être chef d'entreprise, que ce soit n'importe quel citoyen qui donne son avis sur Twitter, en commentaire YouTube ou Insta, en story, ça a de la valeur. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un des trucs, je pense, où on peut avoir le plus d'impact sur le pays. Et même c'est ça, tu vois. Avant le débat, je le dirais juste tout simplement, il y a la première barrière, c'est parler d'argent. France, ah oui, avant, tu vois. Moi, je disais même pas argent. Moi, je disais vraiment même tout court, en fait. Tout court, ouais, ok. Que les gens disent ce qu'ils pensent, parce que je pense que le tabou sur l'argent, c'est d'abord avant tout ceux qui en ont ou qui veulent en avoir, qui n'en parlent pas de peur d'être décommandés, d'être pointés du doigt et tout ce que tu veux. Je pense que si on arrête de criminaliser la pensée de quiconque, on se retrouve dans une situation où vraiment on a des meilleures idées, on est plus challengé, les élites politiques sont aussi beaucoup plus challengées parce que le peuple prend la parole et de tous les côtés. Je sais pas, moi j'ai assez envie de vivre dans une société comme ça, tu vois. Ouais, ce serait fou, mais je pense qu'il y a quand même une différence de culture fondamentale entre les États-Unis et l'Europe. Ah bah ça on est d'accord. Mais moi je pense que justement pour le coup Trump ne serait pas élu en France. C'est pas impossible, c'est impossible. On peut le dire honnêtement. Non, mais on est très d'accord. On a quand même le RN. X n'existerait pas en Europe, c'est impossible. Oui, on a quand même un RN à 36% aux européennes. On n'est pas non plus aux législatives. On n'est pas non plus. Oh là là, on est vraiment. Mais quand tu as le problème social du RN, ça n'a rien à voir avec le problème social. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai juste dit, c'est que des gens qui sont pointés du doigt par une partie de la population comme le diable, c'est le cas de Trump, c'est le cas du RN. Oui, mais sont des gens qui peuvent accéder au pouvoir alors même qu'ils sont pointés du doigt comme le diable. C'est ça que je dis. Et ce que je dis juste, c'est que si on veut et potentiellement faire redescendre on va dire la trend, le vent en poupe de Trump ou du RN, il faut déjà commencer par donner son avis sans se soucier de si jamais il va être proche ou éloigné du RN. Juste donner son avis. Et en fait, ça va tout diluer. Parce que tu n'auras pas une force dissidente et une force élitiste, parce qu'on sait que c'est ça qui mène aussi à l'élection de ces gens-là. C'est parce que tout le monde donne son avis et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tout ce que tu veux, qu'en fait, à la fin, tout devient plus complexe. Donc du coup, on est capable d'aller se mettre au milieu de plein de sujets, tu vois. Mais le fait de dire, comme j'ai entendu des milliards de fois, que Macron est d'extrême droite, que Caroline Fourest est d'extrême droite... c'est donner son avis, du coup. Quoi ? Par rapport à ce que tu dis, c'est donner son avis. Oui, mais ça les empêche... Enfin, ça pourrit l'avis aussi d'autres gens, en fait, de faire ça. Tu peux donner son avis sans attaquer les gens, c'est ça que tu veux dire? Oui, en gros, ce que je veux dire, c'est donner son avis sans être constamment à s'occuper de l'avis des autres. De donner son avis à soi déjà, tu vois. De se permettre de le faire. Parce qu'en fait, il y a derrière des Caroline Fourest ou Macron, dont je n'ai même pas d'avis personnel dessus, hein. En fait, c'est des millions de gens qui, du coup, sont en mode, ouais, j'ai pas du tout envie de me prendre ça dans la gueule, donc je vais juste la fermer. Mais qui en pensent pas moins. Et qui en pensent pas moins au point de faire élire Trump ou d'avoir 36% législative le RN. J'ai basculé un peu dans la politique, mais pour moi, même sur le côté argent et tout, pour moi, c'est un sujet super important parce qu'en fait, c'est aussi le tabou de on a envie de gagner de l'argent en tant qu'individu. C'est ce tabou-là aussi qui mène au fait que du coup les gens se posent pas la question de l'investissement et du coup on a une épargne de malade en France. Mais normal qu'on ait une épargne de malade en France, à chaque fois qu'il y a un mec qui parle d'argent, on dit que c'est un énorme enfoiré de capitaliste. C'est logique, enfin faut voir les causes à effet là-dessus. Moi je suis un peu en colère contre cette espèce de truc en mode genre oulala, si on peut parler d'argent, qui vous a dit ça? Mais bien sûr que tout le monde cristallise quand quelqu'un parle d'argent. Et donc en fait le problème c'est que ça pousse les gens. On a fait un micro-trottoir, cette vidéo je pense que ça sortira après la vidéo qu'on a faite, mais on a fait une vidéo du coup avec Trade Republic là, sur YouTube, donc je pense que là elle est publiée au moment où on fait la vidéo, et on fait un micro-trottoir et on demande à quelqu'un, c'est un couple de personnes, on leur dit est-ce que pour vous l'argent c'est tabou? La dame répond ah bah non pas du tout. Combien vous gagnez sur votre compte, enfin vous avez combien sur votre compte en banque? Ah non, mais ça ne se dit pas, ces choses-là. Donc effectivement, contradiction. Et en fait, tout ce sujet-là, et c'est pour ça que j'ai fait une dérive un peu politique et crayon, vous m'en voulez pas, on passe notre journée dessus. C'est intéressant, ouais. Mais c'est vraiment le truc c'est parce qu'on refuse d'en parler, parce qu'on a honte ou d'avoir pas assez, ou d'en avoir trop et d'attirer la jalousie et tout ce que tu veux, donc les deux côtés,
qu'en fait on n'est pas capable d'être rationnel sur le truc et de créer des solutions. C'est ça que moi je trouve trop dommage. Enfin, je veux dire, moi typiquement, sans mon grand frère, la finance, et mon père aussi un peu, la finance, j'y connais pas grand chose. Mais j'imagine moi la différence que ça fait dans ma vie d'avoir eu un grand frère comme ça. Si j'ai pas de grand frère comme ça, l'argent en moins que j'ai gagné, c'est considérable pour ma vie individuelle, personnelle, de petite vie de Valorant dont tout le monde s'en fout. Mais imagine ça à l'échelle d'un pays, quoi, en fait. C'est fou, en fait, ce que tu crées. Ouais, mais vous, depuis l'élection de Trump, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus simple d'accueillir des invités, les gens se sentent plus à l'aise, vous ressentez un impact? Moi, je le ressens, moi, en tout cas. Ah ouais? Mais peut-être moins pour Anto qui est en front du crayon, mais... Ouais, non, pas particulièrement. En réalité, même j'ai plus l'impression que les gens sont d'autant plus tendus en réalité aujourd'hui, peut-être sur un effet de décompression à un moment. Mais en tout cas, là, tout de suite, il y a un effet de... on a peur, je sais pas, je dirais que la société est un peu clivée de manière générale. On a des gens qui sont chacun dans leur camp idéologique, un peu ce que pointait du doigt Val là. Mais j'ai pas l'impression là que l'élection de Donald Trump, parce qu'en fait Donald Trump n'était pas un porte-étendard en France, mine de rien. Ouais. Et en fait, du coup, de ce fait-là, les gens restent tendus. Peut-être que, de facto, ça va se détendre et que ton analyse, elle est théorique et que ça va aller, ça va fonctionner. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas encore le cas, mais j'ai l'impression que ça se contraint encore plus. Et je le vois là sur X notamment. Alors, je sais pas à quel point c'est manipulé ou pas par Elon Musk ou quoi, mais c'est... fou de voir les camps c'est vraiment encore plus présent sur X. Quand on publie une vidéo, on voit tout de suite les camps qui vont aller contre ou pour la vidéo, encenser quelqu'un ou aller vraiment contre quelqu'un, mais de manière hyper marquée, hyper identifiée, quoi. Plus que sur YouTube par exemple, du coup. Ouais, plus que sur YouTube. Ouais. X c'est devenu n'importe quoi. C'est fun tu à regarder. trouves que c'est devenu n'importe quoi pour de vrai? Si on se pose là, est-ce que c'est vraiment devenu n'importe quoi? Moi j'ai pas l'impression. Moi, alors, hyper important, c'est pas devenu n'importe quoi en tant que plateforme. Ouais. La haine sur X, c'est devenu n'importe quoi. C'est-à-dire que la haine sur Insta, sur YouTube, sur tous les réseaux, ça a toujours existé. Ouais. Sur X, l'algorithme a l'air de booster toutes les KPIs que génère un commentaire ou un tweet de régulation aujourd'hui sur X. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune atténuation de quelconque truc. Et comme leurs critères, c'est des critères d'algorithme, les likes, le temps passé dessus, enfin peu importe, je pense que les critères d'algorithme correspondent bien à un contenu de haine. Mais ça pourrait très bien correspondre peut-être à un contenu drôle. C'est pas volontaire, je pense que juste Donald Trump et Elon Musk est ultra libéral. Les contenus avec le plus d'engagement et les contenus qui créent le plus d'engagement, vous connaissez la chanson, quoi. Exactement. Mais typiquement, si tu optimises le nombre de likes ou le nombre de temps passé dessus ou le nombre de commentaires, tu n'auras pas le même résultat. Si tu optimises le nombre de commentaires, généralement, plus ça va être haineux, plus tu vas être haut. Si tu optimises le nombre de vues, par exemple, plus tu vas être au contraire immersif, plus tu fais. Tu vois, donc il peut y avoir plein de stratégies différentes en fonction de l'algorithme que tu crées sur les réseaux sociaux. Ouais, moi je sais pas, X. Après, sur les experts, c'est génial. Je trouve que c'est le réseau social avec le plus de valeur ajoutée. Enfin, où j'apprends le plus de choses en tout cas. Je comprends. Sur quel domaine ça dépend? Parce que c'est dans les niches. Dans les niches. Les niches de X, c'est n'importe quoi pour le coup. T'as les vrais experts mondiaux dans les niches de X. Ah, vrai, c'est dingue. Et à côté, franchement, désolé, je compare avec LinkedIn. Mais moi, LinkedIn, je trouve que j'apprends quand même nettement moins sur LinkedIn. Mon chien est mort, voici ce que j'ai appris sur la vente B2B. Comment? Tu vois, en vrai, moi j'en peux plus. Moi je suis désolé, je n'en peux plus. Alors que sur X, t'as vraiment des experts qui viennent et qui s'expriment et qui veulent pas juste faire du clickbait avec mon chien est mort et voilà comment on vend en B2B, quoi. Alors c'est très vrai ce que tu dis, parce que je discutais, moi je suis pas énormément sur X non plus. En vrai, je passe beaucoup plus de temps sur TikTok et sur Insta. C'est mes plateformes, et YouTube je dirais en 3e position dans termes de consommation. Mais c'est vrai que j'avais parlé avec quelqu'un qui contribue au rapport du GIEC. Et je lui disais, mais pourquoi on ne voit pas et tout? Mais si, je suis là, mais je suis présent sur X. Et en fait, parce que c'est plus simple pour lui en fait d'écrire. Et en fait, il me disait, toute ma sphère et tout mon écosystème du GIEC, on est tous sur X. On écrit, tu vois, beaucoup souvent, on réagit à des trucs et tout. Mais en fait, et moi, je comprenais pas, parce que moi, je suis pas trop sur X. Pourquoi lui, il était pas sur Insta? Parce qu'en fait, les vidéos, c'est compliqué. Un peu plus compliqué, ouais. Et en fait, X, c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, naturellement, un expert qui a l'habitude de faire même des thèses et des machins et tout, il va juste écrire naturellement ce qu'il veut sur X. Donc oui, effectivement, il y a ça. Et c'est vrai que c'est aussi journalistique et politique de ce point de vue-là, X aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, en fait, à l'origine, c'était quand même fait pour de l'information instantanée. Ouais. Et après, ça a été pris par les médias parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux t'informer correctement,
à la seconde Ouais, près, seconde, ouais. c'est X. Ouais, bien sûr. Les journalistes vont sur X et en fait les informations Du sortent travail, sur hein, X. sur X, ouais. Les informations sortent sur X avant les médias traditionnels. Et tu vois, quand tu vois les pubs sur X, Ouais, ça c'est. Starlink, crypto.com, je sais même pas. je connais Crypto pas. Bro. Crypto Bro, c'est ça, hein, ouais. Ouais, mais en C'est fait. une vraie boîte, hein, Crypto.com. Hein. Ah ouais, mais c'est une vraie boîte genre sérieuse et tout. Bien sûr, c'est une grosse boîte. Je sais pas, je m'y connais pas. C'est une assez grosse bien, boîte. Mais attention, en fait, le Mais truc je trouve que c'est ça fait vraiment genre. Bien Ça fait sûr. cheap, tu vois. Genre, Ouais, mais en fait, c'est une période. Ça, c'est logique dans les. En fait, c'est une période de transition et Facebook a eu ça. Facebook, dans les années 2008-2009, en fait, quand ils ont fait la transition desktop mobile, et ben en fait, en gros, c'est hyper intéressant. C'est dans le podcast Acquired qui est hyper connu. En fait, Zuckerberg arrive. Et en fait, il envoie ses soldats, Sheryl Sandberg et le CTO de Meta, pour aller vendre la publicité sur Facebook, quoi. En fait, aller voir les annonceurs et leur dire pourquoi c'est super de mettre de la pub sur Facebook. C'était pas forcément acceptable à l'époque, on comprenait rien. 100%, Quoi. enfin, c'était pas logique, quoi. Ouais. Et en fait, il revient, Zuckerberg, il leur dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Regardez les pubs qui sont C'est dégueulasse, nullissimes, ouais. c'est de la merde. Enlevez-moi ça direct. Et là, t'as son CTO qui dit, mais je trouve ça historique. Il lui dit en gros, juste, est-ce que tu préfères du coup qu'on retire les pubs là maintenant, ou est-ce que tu préfères qu'on inonde la plateforme de pubs pour avoir un marché ultra liquide en fait, tu vois, pour améliorer le ciblage. Et en fait, là, d'ici 1 an ou 2, on fait une plateforme de fou avec des pubs super bien ciblées. Et en plus, à ce moment-là, on aura des plus gros annonceurs. Et en fait, aujourd'hui, on fait des tests. Ils ont fait des tests, en fait, et dans les pays où ils enlèvent les publicités, le taux d'engagement chute sur les plateformes, parce que c'est les meilleurs en termes de publicité en ligne, Meta, quand même, tu vois. Bien sûr. Et en fait, c'est ça en fait qui a découlé de Meta, la culture aujourd'hui. Pourquoi Meta, les pubs Insta sont ouf en vrai. Ouais, je Faut se le dire, les pubs Insta sont ouf. C'est une dinguerie. Te ciblent super mais c'est bien, dingue. elles te gênent pas trop non plus. En fait, ça c'est dans la culture et je pense que X, c'est une période de transition là. Ouais. C'est une période de transition et donc en fait ils sont en train de chercher cette liquidité du marché de la publicité sur la plateforme. Attention, le gars a fait Tesla, a fait SpaceX, a fait tout ce que tu veux, attention. Never bet against Elon Musk comme on dit. Et puis il y a une phrase, et on va peut-être conclure là-dessus, mais que j'aime beaucoup, qui est vous n'êtes pas obligé de parier sur quelqu'un qui se surestime, mais ne pariez pas contre quelqu'un qui se surestime. Et je trouve ça très très amusant comme phrase. Merci Shahil. Bah merci. C'était un immense plaisir les gars, de c'était faire ce super podcast. cool. Évidemment, vous pouvez retrouver Actionnaire sur les réseaux sociaux et sur la newsletter. On mettra le lien en description. Vic, désolé surtout pour le début parce que effectivement, tu as dû mettre beaucoup d'extraits ou de refs. J'espère que c'était pas trop casse-couille. N'oubliez pas de vous abonner, c'est la meilleure manière de remercier le travail et de nous encourager parce que plus on a d'abonnés sur la chaîne, plus moi je pourrai vous recevoir des énormes invités qui sont trop cool, comme on a eu Shahil aujourd'hui. Et donc du coup, ça fait très très plaisir. Dites en commentaire les invités que vous voulez recevoir. Exactement. Le prochain invité par exemple. Et exactement, dites que vous voulez recevoir un prochain invité. Nous on a quelques petites idées, mais c'est toujours mieux quand ça vient de vous. Ciao.